Un débat sans concession ni précaution de langage entre deux visions diamétralement opposées. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui dans Discussion entre adultes. Je vais tenter aujourd'hui d'établir un pont entre deux visions antagonistes. Je dirais à première vue entre le réalisme politique et le libéralisme. À titre personnel, je suis un peu partagé entre les deux à travers ce support, l'angle et fidèle à ses lignes éditoriales résolument anti-injustice, j'ai tendance à défendre la cause palestinienne, n'en déplaise à ceux qui pensent que je suis candide et que défendre la cause des opprimés est réservé aux esprits crédules et naïfs, mais sans renoncer à la conviction que le système international, par essence, est anarchique. Et dans un système anarchique, les entités faisant partie de ce système, à savoir les États, rivalisent pour le pouvoir et par conséquent, on est obligé de considérer le réalisme politique. Je précise qu'on est ici dans le dessein d'éviter toute répétition superflue, que cet échange se veut complémentaire au premier débat sur la normalisation qu'on a eu avec Rachid Achachi et Youssef Indy. Le but étant de gagner en précision, toujours fidèle à cette promesse qui est de favoriser l'émergence d'une intelligence collective. Place donc au débat. C'est un plaisir d'engager à nouveau la conversation avec Sadia El-Wallous, activiste militante, membre du Front pour la défense de la cause palestinienne. Sadia, bienvenue à toi. Merci, merci, bonjour à tous. Ravi d'accueillir parmi nous pour la première fois Monsieur Jacob Cohen, intellectuel, écrivain franco-marocain, connu pour ses positions critiques à l'égard d'Israël et du sionisme. Monsieur Cohen, bienvenue à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'introduire Pierre Conessa, spécialiste français en géopolitique, reconnu pour ses analyses critiques sur le salafisme et la politique de contre-radicalisation. Bienvenue à vous, Monsieur Conessa. Merci de l'invitation. Et dans la perspective de pimenter la conversation, Rachid Achachi, qui nous fait le plaisir d'être avec nous malgré un emploi du temps surbooké. Rachid qui était clair, très clair au lendemain de la normalisation en déclarant qu'il ne faut pas mélanger le champ de la morale avec celui de la réelle politique et qui défend donc, et je parle sous son contrôle, le réalisme de l'État marocain. Rachid. Merci pour l'invitation, avec grand plaisir, comme d'habitude. Rassurez-vous, je ne vais pas vous interroger sur les attentats du 7 octobre, à savoir si vous condamnez ou pas l'attaque du Hamas. Je ne vais pas remettre en cause votre humanité. Par contre, comment vous évaluez le coût politique du Hamas suite à cette opération de Tof al-Aqsa, réussie ou pas? Sur le coup, c'est une réussite, tactique, stratégique, d'un mouvement de libération qui lutte pour sa libération, qui a porté un coup assez dur, même si des éléments peuvent conduire à une forme de complicité ou de complaisance de l'État profond israélien vis-à-vis de cette attaque. Bon, maintenant, évidemment, quand on fait un coup comme ça, est-ce qu'il avait prévu la suite? Qu'est-ce que ça va donner? Comme on dit, on juge l'arbre à ses fruits. Bon, peut-être que c'est à la fin qu'on dira, enfin à la fin, s'il y a une fin, mais disons, à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'est-ce que le Hamas a pu obtenir de ce coup? Je ne crois pas qu'il ait tout prévu. C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait pu prévoir, par exemple, une implication ou non du Hezbollah, une implication ou non des mouvements qui luttent en Irak, le Yémen, par exemple? Est-ce que, par exemple, il aurait prévu, à mon avis, une certaine complaisance du régime égyptien qui conduira peut-être à accepter, enfin, en mettant un peu comment dire, un peu de propagande, à accepter que quelques centaines de milliers de Gazaouis donc se soumettre au plan israélien d'évacuer. Donc en fait, il y a plusieurs éléments, à mon avis, que le Hamas, même, enfin, je veux dire, il n'est pas devin, il ne peut pas prévoir des actions euh, qui, comment dire, qui échappent, qui lui échappent.
parce que, par définition, ce sont des actions qui vont dépendre du régime égyptien, de l'appui américain, par exemple, au Conseil de sécurité, du Hezbollah, etc. Donc, pour moi, voilà, pour résumer, c'est un coup qui a ébranlé, en tout cas, le système israélien, mais dont les conséquences seront visibles à court, moyen et long terme. Non, mais je crois que l'analyse de monsieur est assez juste. Pensez que, c'est-à-dire l'attaque collective, si vous voulez, sur la partie sud d'Israël, etc., avec des massacres, etc., pensez que ce système a été analysé, jugé, évalué en fonction des conséquences que ça pourrait avoir, laisse toujours penser qu'il y a un plan secret. Bon, pour avoir été longtemps dans les affaires publiques, je peux vous dire que très souvent, il n'y a pas de plan secret. Et a fortiori, quand on est dans une guerre du faible au fort, c'est-à-dire l'acte terroriste par nature n'est pas un ennemi. L'acte terroriste, c'est un mode d'action. Et c'est le mode d'action du faible au fort. Bon. Évidemment, depuis que George Bush et le 11 septembre, maintenant on qualifie de terroriste n'importe quoi, n'importe comment, etc. Il suffit de déclarer une guerre globale contre le terrorisme. Il y avait un Américain qui avait dit déclarer la guerre globale avec le terrorisme, c'est comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait décidé de ne faire que la guerre contre les sous-marins. Donc c'était une bêtise stratégique à laquelle comment dire, se sont accompagnés les Occidentaux. Et donc, encore une fois, l'attaque du Hamas, si vous voulez, moi, je l'ai souvent rapproché du début de la guerre d'indépendance en Algérie parce que les massacres qui s'étaient passés en 1954 dans la région de Constantine, Kolo, etc., étaient exactement dénoncés de la même manière. C'est-à-dire, ce sont des actes terroristes, on ne peut pas discuter avec des terroristes, on ne discutera pas avec des terroristes, mais il faut les exterminer. Bon, c'est la position de Netanyahou. Et vous aviez aussi dans la communauté pied noir à laquelle j'ai parti des radicaux qui disaient mais non, vous savez, les armes, ça ne comprend que la force. Hein, vous connaissez cette thématique. Là, on a deux extrémistes face à face. Netanyahou étant la partie émergée, si vous voulez, d'un mouvement de fond, notamment religieux, qui continue à porter sur la Cisjordanie des colonies sauvages avec des routes protégées par l'armée, etc. Donc, il a joué la carte de la disparition de l'État palestinien. Et quand ça explose, il faut que ça explose. Donc voilà, moi, mon sentiment, c'est qu'on a deux radicalismes face à face et que si on ne les condamne pas tous les deux, on ne trouvera jamais les modalités de la paix. Alors, moi, j'aborderai cette question en fait rapidement à travers deux positions. Il y a ce qu'on entend maintenant avant et après le 7 octobre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un avant. Cette action en fait menée par le mouvement Hamas, la branche armée du mouvement Hamas, il y a eu un avant. Il faut rappeler que le Hamas n'existe que depuis 1987. C'est un mouvement récent qui est issu et qui est né d'une situation d'injustice. Le mouvement Hamas n'est né qu'après avoir attendu tout ce que la communauté internationale avait promis de faire, avait mis tout en place pour soi-disant montrer au monde que cette solution pouvait un jour cette solution pouvait être trouvée via des résolutions qui n'ont jamais été bien sûr respectées. D'ailleurs, pour l'occasion, aujourd'hui, nous rappelons qu'il y a eu la résolution 194 aujourd'hui et que les réfugiés ne sont toujours pas revenus alors que l'ONU déclarait clairement que ces réfugiés devaient rentrer. Donc, il y a eu le avant, c'est-à-dire que je me refuse à dire que le 7 octobre est une action comme ça. Non, elle est issue d'une injustice qui dure depuis plus de 70 ans pour tous les Palestiniens et depuis plus de 17 ans pour la bande de Gaza. Alors, on nous rabâche que oui, la bande de Gaza, ils se sont retirés, il y avait plus de sionistes sur la bande de Gaza, ce qui est oui, effectivement, ils se sont retirés, ils n'avaient pas le choix, mais en même temps, ils ont gardé les clés de tout, de l'eau, de l'électricité, du gaz, de tout ce qui fait une vie de société, bloqués de la mer, de la terre, des cieux, etc. Donc, j'appelle pas ça une indépendance de la bande de Gaza. Alors, ce qui s'est passé après, est-ce qu'il y a une victoire politique ou pas? Je pense qu'il y aura des victoires, et il y a des victoires à court terme, à long terme, à moyen terme. La première, c'est que politiquement, ça relance le sujet. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont réveillés en disant mais qu'est-ce qui se passe dans cette région? Pourquoi cette attaque? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui se sont un peu interrogées sur qu'est-ce qui se passe et donc qui ont un peu déterré toute cette histoire et déterré toute la cause palestinienne. Et là, on a eu vraiment des positionnements honnêtes, pour rien vous cacher, à part, bon, évidemment, la mauvaise foi de certaines chaînes et de certains sionistes qui continuent
à clamer enfin, qu'on les attaque parce qu'ils sont juifs, etc., etc. Bon, toute cette propagande, je ne vais pas y revenir. Mais voilà, donc oui, politiquement, ça relance un peu le sujet, ça réveille des consciences sur une réalité bien précise, que c'est le seul encore État occupé dans le monde et occupé de façon ignoble. Parce que même l'occupation, il y a des lois, enfin, il y a quand même des règles, on va dire, dans des guerres, il y a des règles dans des occupations. Ici, on se rend compte que l'entité sioniste n'a aucune règle, aucune loi et que rien ne peut les arrêter. Et on le voit encore aujourd'hui sur le terrain. Alors, pour ramener ça au Maroc, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, ça aussi, changer un petit peu les discours sur la normalisation. Comment est-ce possible? Comment, On après ce va y venir, mois, on c'est-à-dire. va y revenir, mais Ouais. une des conséquences, donc je passe et voilà. En tout cas, c'est remis en cause. Les accords d'Abraham sont aussi remis en cause. On voit aussi à quel point la propagande sioniste est mise en avant et on voit à quel point ils ne reculent devant rien, devant plein de mensonges pour arriver à leur fin et pour faire tourner un peu la position sur cette question. Et surtout aussi, ce qui a pu démontrer le 7 octobre, c'est les complicités, parce que j'appelle ça des complicités, des dirigeants arabes sur cette question, le silence assourdissant de certaines nations sur ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et puis, ce qui a aussi été relancé après le 7, c'est toute la question du boycott, qui pour nous est une arme absolument importante et pacifique, mais importante dans ce conflit. Très bien. Rachid, le coup politique du Hamas réussit ou pas? Il n'y a Bah que ce écoutez, ce qui qui vient de est... trancher là, pour le coup. Non, mais ce qui est apparent à première vue, c'est qu'il s'agit tout au plus d'une victoire médiatique et digitale. Parce qu'effectivement, tout le monde en parle, sur Twitter, les réseaux, dans les médias, en boucle, à tel point qu'on a même oublié l'Ukraine, tant qui était érigée en figure de martyr du monde occidental, même si les mêmes magouilles se passent là-bas, puisque c'est les mêmes gens globalement qui sont derrière. Et en plus, je me méfie beaucoup des élans émotionnels sur le digital. Ça finit toujours par s'estomper au bout de 2-3 mois. L'effet de la dictature du quotidien fait qu'on finit par oublier la plus belle des causes, quelle qu'elle soit. Mais sur le plan stratégique, je pars du constat que c'est une défaite totale. Tout simplement parce que ce qu'évoquait Jacob Cohen tout à l'heure, le fait que le Hamas ne pouvait pas anticiper toutes les variables qui lui échappent, notamment la question de la position de l'Égypte, du Hezbollah, de l'Iran, etc., eh bien, on ne se lance pas dans un aventurisme comme ça au nom du bilan stratégique quand on ne maîtrise pas un minima les variables qu'il faut incorporer dans son équation. Donc, il s'agit davantage d'un aventurisme que d'une stratégie de longue durée réfléchie avec des scénarios que l'on déduit, des plans A, des plans B, des plans C. Et je pense que les 20 000 Palestiniens morts seront d'accord avec moi que sur le plan stratégique, quand même, c'est une catastrophe. Tout simplement parce que mon hypothèse de travail de départ était que l'État profond israélien était au courant du plan. Ce qu'évoquait également Konessa tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de plan. D'accord, bah, j'ai cru comprendre que vous disiez qu'il n'y a pas de plan secret dans le monde d'aujourd'hui, d'autant plus quand il y a un rapport entre faibles et puissants, c'est ce que vous avez dit. Non, je n'ai jamais dit qu'il y avait de plan secret. Non. Sur les conséquences, je suis d'accord avec vous, mais je ne pense pas que c'était D'accord, un plan mais préparé à mon plusieurs hypothèse niveaux avec plusieurs intervenants. D'accord, non, mais mon hypothèse de travail de départ, c'était que le plan effectivement était secret du point de vue du Hamas, mais que du point de vue de l'État israélien, le plan était connu. Enfin, depuis des années déjà, l'État israélien était au courant au moins de la préparation au niveau opérationnel du Hamas par rapport à ce type d'opération, que le Hamas était prêt à mener ce type d'opération. Et à l'époque, c'était Netanyahou qui était Premier ministre déjà. C'était un rapport qui lui a été fourni par le ministre. Et puis on apprend récemment, il y a je crois un peu moins d'un mois, que même quelques semaines avant l'attaque, l'armée israélienne était au courant, quasiment dans les moindres détails, de l'opération menée par le Hamas. Et donc parler de victoire stratégique ou de victoire politique dans la mesure où on est l'idiot utile d'une stratégie qui nous dépasse et qui permet d'offrir à l'État profond israélien un alibi en or pour mener à terme une épuration ethnique dans la bande de Gaza, qui était anticipée depuis bien longtemps. Il suffit de lire les travaux de Yusfindi, qu'il a évoqué déjà il y a plusieurs années, qu'il y avait un plan d'épuration ethnique de la bande de Gaza. Alors, épuration ethnique ne veut pas forcément dire génocide. Ça peut être déplacement de population forcée, c'est également une forme d'épuration ethnique. Et ça permet également de faire taire les contradictions internes au sein de la société israélienne, parce que Netanyahou était dans une position très fragile, notamment par rapport à ses
dérives autoritaires par rapport à la réforme de la justice, un certain nombre de choses. Et donc la cause commune, la cause ultime permet de faire taire ces contradictions. Donc, a priori, on est parti pour une opération qui va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'inondation totale de tous les tunnels souterrains, jusqu'à la destruction de la majeure partie de l'infrastructure de Gaza et jusqu'à peut-être l'obtention de la part de l'Égypte d'une ouverture de la seule sortie au niveau du sud afin de déplacer, entre guillemets, momentanément, mais en réalité c'est définitivement, la majeure partie, sinon la totalité de la population de Gaza. Donc si on appelle ça une victoire stratégique et politique, bah, je ne sais pas, pour définir les termes. Je connais ça, vous voulez réagir par rapport à ce que vient Ouais, de... je vous dis, pour avoir été longtemps dans les affaires publiques, je ne connais pas d'homme politique qui soit capable de concevoir un plan à plusieurs niveaux comme ça, en se disant je le sais pas, j'attends que ça vienne, etc. Qu'il y ait eu une explosion à Gaza, ça c'était de toute façon du domaine du prévisible. Le problème, c'est de savoir quand et comment va se passer cette explosion. Vous savez, j'ai cité dans un débat, j'ai osé comparer la révolte de Gaza et la révolte du ghetto de Varsovie. Ça a scandalisé tout le monde, etc. C'est les Allemands et les nazis, c'est pas Israël qui est une démocratie. J'aurais dit, vous savez, pour les victimes, ça fait pas une très grande différence. Parce qu'on ne se place pas du côté des victimes, on raisonne à la place des puissants. Et on croit que les puissants ont des idées très claires sur ce qu'ils veulent faire. Non, un des effets indirects, je pense, qui va se passer dans les pays arabes, c'est que n'oubliez pas cette extraordinaire hypocrisie de tous les régimes arabes qui ont refusé la démocratisation à chaque fois qu'il y avait un mouvement social en expliquant que la cause sacrée, c'était la défense de la Palestine contre Israël. Bon, ça faisait taire tout le monde, ça l'a fait en Algérie, ça l'a fait partout. Donc il y a plusieurs hypocrisies face à face. Qu'il y ait des hypocrisies ici en disant mais non, Israël, la Shoah, c'est nous, mais il faut protéger, etc. Vous avez des problèmes exactement de la même nature, si vous voulez, en Azerbaïdjan, où les Arméniens ont reproché aux Azerbaïdjanais le génocide de 1915, alors qu'ils étaient russes à l'époque. Bon. Donc, vous voyez, cet argumentaire de la victimisation est un argumentaire auquel, en Occident, on est toujours très, très ouvert, encore une fois, à cause de nos responsabilités propres. Et vous voyez bien que moi, à mon avis, il y a un basculement qui est significatif dans cette crise, c'est que le nombre de gens qui critiquent l'État d'Israël et qui, finalement, considèrent que la répression est sans commune mesure avec l'acte premier, montre que le front s'est fissuré. On n'était pas du tout dans ces positions-là, par exemple en 73 ni en 67. Et donc là, on est je trouve les Israéliens sont face à quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Bon, maintenant, Netanyahou est un radical, donc de toute façon, ça ne va pas le faire bouger. Mais quand est-ce que va s'arrêter le massacre? Donc vous avez des voix de gens qui ne veulent pas prendre position, mais qui disent qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un massacre de cette ampleur. Voilà, donc effectivement, je n'ai malheureusement pas de perspective très optimiste. Vous dites que le franc s'est fissuré, pourtant il y a une propagande sioniste qui est en marche. Elon Musk vient de courber les chines. Dans les discours publics, on fait allusion à la théorie obsolète de Huntington, tank, alors qu'aujourd'hui on peut se poser la question de comment on peut considérer l'islam comme un adversaire global alors qu'on a l'Irak et la Syrie qui s'opposent, le Maroc et l'Algérie, etc., etc. Et il y a également une information qui vient de tomber mercredi dernier, selon laquelle la Chambre des représentants aux États-Unis a voté une loi associant anti-sionisme à anti-sémitisme. Il y a une propagande israélienne très efficace qui est en marche. Et par pure paresse intellectuelle, j'ai envie de vous poser la question de savoir en quoi cette guerre, finalement, fragilise la propagande, ou plutôt le sionisme, de manière générale. Non, mais attendez, il y a plusieurs assimilations contre lesquelles je me bats depuis un certain temps. Rappelez-vous cette affaire de Pascal Boniface qui avait critiqué Israël. Il avait immédiatement été accusé d'antisémitisme. Vous êtes toujours blacklisté par certains médias français? Oui, je suis interdit de séjour à France Inter, France Culture, Le Monde aussi, puis encore quelques autres chaînes, Beurre FM. Certains vous traitent d'antisémite. Sur quelle base ils se fondent pour formuler ce genre d'allégation? Aucune base factuelle, aucune déclaration, il n'y a aucune preuve. Ils n'ont jamais pu retirer une phrase ou une déclaration que j'ai faite des 70 bouquins que j'ai écrits, des centaines d'articles que j'ai faits, des milliers de conférences que j'ai faites. Jamais, jamais, jamais. Ils ont pu dire, regardez, là, il y a une phrase qui est antisémite. Mais j'ai écrit un livre, Est-il permis de critiquer Israël? J'ai critiqué l'occupation, et donc, si je critique Poutine, on ne va pas me traiter d'anti-russe. On ne va pas dire que je fais du racisme anti-russe. J'étais obligé d'écrire un bouquin
qui s'appelait « A-t-on le droit de critiquer Israël ?» On est exactement face à la même situation aujourd'hui. De la même façon, du côté de l'islam, à chaque fois que vous critiquez les salafistes, vous avez tout de suite des gens qui vous disent « Ah oui, c'est de l'islamophobie ». Donc il y a deux extrêmes que je déteste par-dessus tout, c'est les accusations d'islamophobie et d'antisémitisme à tout bout de champ. C'est l'arme absolue, c'est le couteau suisse. Ça décroche, vous croyez que vous avez gagné le débat. Donc on est face à quelque chose dont il faut analyser les causes. Et contrairement à vous, je pense qu'au contraire, il y a des manifestations de distanciation à l'égard d'Israël qui étaient inimaginables il y a quelques années. D'abord, je vous signale que l'AIPAC n'est pas du tout sur la ligne de Netanyahou, le lobby juif aux États-Unis. D'autre part, que dans des universités américaines, vous avez eu des manifestations pro-palestiniennes, que vous avez eu des prises de position de gens. Broman, par exemple, qui pourtant est juif, patron de MSF, dit mais le comportement d'Israël à Gaza est inadmissible. Donc on n'est plus. Mais ces personnes-là n'ont pas le pouvoir. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que le pouvoir ne va pas faire une guerre. On ne va pas se mêler d'un conflit dans lequel on n'est pas. Qu'ensuite, il y ait des dénonciations publiques, que l'ONU s'avère à voter des résolutions. Vous voyez bien que les Américains sont obligés de s'opposer à une motion demandant un cessez-le-feu. Ça veut dire qu'il y a un renversement de front qui est assez significatif. Maintenant, jusqu'où voulez-vous aller? Personne ne va faire la guerre à Israël, ne vous étonnez pas de ça. Hein. Par contre, si les États arabes commençaient à vraiment s'occuper des Palestiniens, vous savez que l'Arabie saoudite a accueilli en tout 300 000 Palestiniens. Là, vous avez de l'argent et de la place, et ce n'est pas le pays qui a fait le plus gros effort pour accueillir les Palestiniens. Donc, il y a de l'hypocrisie partout. Et chacun se profite de cette crise avec un espèce de cynisme qui me fascine autant du côté de Netanyahou que du côté des pays du Golfe, si vous voulez, qui vont faire de la dénonciation. C'est que l'Arabie saoudite a une fois voulu faire la guerre à Israël, c'est en 67, ils ont envoyé une brigade, elle est arrivée trop tard, la guerre était finie. Donc le seul pays arabe qui n'a jamais fait la guerre à Israël, c'est l'Arabie saoudite. Toutes ces hypocrisies sont absolument fascinantes, quoi. Oui, et puis aucun pays arabe, aucun État arabe n'a de leçon à donner au Maroc parce que c'est d'autant plus évident que, étant donné que jusqu'à présent, aucun État pétrolier arabe n'a réduit son approvisionnement. Bon, je ferme la parenthèse. Rachid. Oui, alors écoute, moi je pars de l'idée qu'il faut acter le fait qu'Israël n'a plus besoin de la propagande. Je veux dire que globalement, la propagande et la rhétorique israélienne étaient calquées sur un ensemble d'éléments de langage propres à la dimension occidentale. C'est-à-dire, nous sommes l'avant-garde du monde occidental, nous sommes le bouclier de la démocratie, nous sommes entourés de barbares et en fait, on combat pour le monde occidental. Ça a été la rhétorique israélienne pendant des années, du moins au niveau des médias occidentaux. Or, l'Occident, qui est en déclin relatif, avec une perte relative de son hégémonie, même s'il demeure le premier pôle de puissance mondiale aujourd'hui, mais il y a une tectonique des plaques au niveau géopolitique, avec la consolidation d'autres pôles géopolitiques, qui fait que l'Occident est en train de perdre la bataille de la rhétorique et de la légitimité. On l'a vu avec la défaite militaire otano-kievienne en Ukraine, face à la Russie, c'est une défaite, on peut la colorier comme on veut, mais l'OTAN n'a pas pu atteindre les objectifs escomptés et sa rhétorique a atteint ses limites. Il y a eu le Covid, on ne va pas y revenir pour ne pas striker ta chaîne, mais on a vu également comment les gens ont perdu confiance dans un certain nombre d'institutions par rapport à la manière avec laquelle elle a été gérée. Et donc aujourd'hui, cette rhétorique ne prend plus au niveau des populations. Les gens ne croient plus à ce narratif de la démocratie, de la liberté, des guerres humanitaires, des bombardements humanitaires, etc. De plus, au niveau d'Israéliens, on a à la tête du pouvoir non seulement une extrême droite, mais c'est même au-delà de l'extrême droite. On a à la tête d'Israël un pouvoir d'ordre eschatologique. C'est-à-dire, dans les éléments de langage, je relève d'un messianisme, de la fin des temps, du livre d'Isaïe, de Joshua, avec des éléments de peuple de lumière et de peuple des ténèbres. Donc, on est dans une dimension où le discours devient de plus en plus décomplexé, où il fait l'économie de la propagande, ils la font quand même, si ça marche tant mieux, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et l'Occident, aujourd'hui, les masques tombent. C'est-à-dire on est en train de voir l'Occident tel qu'il est réellement. Par Occident, je n'entends pas les Européens ou les citoyens américains. J'entends les États profonds occidentaux qui prennent en otage leur population, qui les embarquent dans un aventurisme géopolitique mondial et qui payent les premiers le prix de cet aventurisme par les crises économiques, par l'inflation, etc., etc. Et les Ukrainiens en savent quelque chose puisque c'est la chair à canon de ces États profonds occidentaux. Donc, les masques tombent, et donc aujourd'hui, moi, quelque part, je ne m'étonne pas de voir que, qu'il y ait manifestation ou pas, l'armée israélienne continue de faire ce qu'elle a à faire. Donc on n'est plus dans cette logique de narratif et de propagande. Ils n'ont plus besoin de la propagande. Ça me rend triste de penser que les Israéliens, comment dire, il y a un quitus ou il y a une confirmation de leur attitude depuis le début. C'est-à-dire depuis 1948, toute leur politique a été basée sur la force,
la puissance, la conquête, l'écrasement. Quand ils ont signé la paix, quelque paix que ce soit, c'était à leurs conditions. Et donc, il n'y a rien, ils n'ont pas l'impression que quelqu'un peut les arrêter. Et à juste titre d'ailleurs, parce que c'est un agent, enfin c'est un acteur international qui a son importance au niveau de l'armement, du renseignement, de la technologie. Des pays comme la Chine et l'Inde sont des clients très importants. La Russie respecte, en tout cas traite Israël avec un certain respect. Et donc, Israël aujourd'hui peut dérouler son planning. Voilà. Quasiment avec. Mais je pense qu'il y a quand même une inconnue. Je ne serai pas aussi tranquille et aussi, comment dire, sûr de soi. Pourquoi? Il y a une révolution qui est en train de se faire dans le monde. Bien sûr, aujourd'hui, on imagine mal, enfin, je veux dire, ce n'est pas la Russie ni la Chine qui vont s'opposer ouvertement à Israël. D'ailleurs, ils ne pourraient pas. Mais il y aura, à mon avis, en tout cas, je pense, il y aura un certain détachement progressif parce que Israël va apparaître de plus en plus. Il y a des choses qui ne se conçoivent pas. Je vois mal comment des pays comme la Russie, la Chine, qui militent pour un nouvel ordre international basé sur le dialogue, basé sur le droit, basé sur l'égalité et la justice, puissent tolérer un impérium aussi arrogant, aussi démentiel. Évidemment, ils ne vont pas le contrer parce qu'ils ne veulent pas, mais il y aura probablement, c'est comme ça que je vois les choses, une espèce de détachement de ces pays qui vont réduire les échanges commerciaux, militaires, économiques, technologiques. Et donc, même l'Europe, à mon avis, vous savez, l'Europe va se réveiller très mal avec la défaite de l'Ukraine, avec la crise économique, etc. Donc, il y aura des remises en question. Il y a des remises en cause qui vont se faire. Et il est probable, pourquoi pas, que la question israélo-palestinienne fasse partie de ces remises en cause. Donc, moi, je table sur sur une espèce de délitement de la position morale, mais pas morale à la limite, ne parlons pas de morale, mais la position d'Israël en termes de... vous savez, j'aurais du mal à penser que l'Arabie saoudite, par exemple, va dire, bon, allez, OK, dans 6 mois, on va reprendre les négociations. J'aurais du mal à le concevoir. Donc, je pense que le coup porté aujourd'hui par Israël semble absolument réussi et aura tendance à réussir, mais je crois quand même que cet État, comment dire, suscitera une espèce de répulsion ou de rejet de la part de nombreux pays. Il ne faut pas oublier quand même que, regardez les BRICS, de qui ils sont composés, et je ne crois pas quand même qu'on va continuer à le traiter normalement, voilà, comme un État digne d'être avec lequel on a envie d'être en bon terme. Effectivement, on est en face d'un État qui n'a pas besoin ni de propagande, mais qui en fait quand même, mais qui n'est plus dans aucune sorte de retenue. Aucune résolution, rien ne l'arrêtera. Il se croit maintenant au-dessus de tout, vraiment de toute loi humaine, n'importe quel, et même du droit international. Ça, on le sait depuis plus de 75 ans. La création même de cet État est fondée sur une injustice. Donc, ça, c'est un fait.
du coup, face à ça, ce qu'on se rend compte, c'est que, eh ben, comme on dit, et c'est pas de la réaction émotive, c'est pas un cerveau, on va dire, reptile, comme on dit, qui réagit, mais c'est un constat clair, logique et cartésien, limite. C'est-à-dire que maintenant, les gens sont en train de se demander pourquoi cet État est dans cette posture. Qu'est-ce qui lui donne le droit d'être aussi arrogant, aussi au-dessus des lois, etc., et de bafouer toutes les règles? Et il ne faut pas croire que c'est vrai que c'est peut-être digital, mais ce n'est pas que digital, parce que les gens se mobilisent dans la rue. Alors après, il y a évidemment la façon de faire pression sur ceux qui soutiennent cet État. La façon de faire pression, elle se fait sentir, notamment dans les pays occidentaux, qui sont, on va dire, un peu plus démocratiques que nos pays à nous. Mais la pression se fait, surtout que maintenant, par exemple aux États-Unis, on se rend compte que ces guerres ruinent le pays en interne et que ça crée vraiment de gros problèmes en interne. Du coup, les gens réagissent aussi par rapport à ça. Ils en ont marre de payer des guerres où, un, les soldats reviennent dans des caisses, et de deux, on leur pompe vraiment leur niveau de vie. Après, ce que je voulais juste... ça dit, le peuple américain a toujours réagi par rapport à la guerre au Vietnam, par rapport à la guerre en Irak. Il y a toujours eu ces manifestations. Et j'aimerais peut-être te solliciter par rapport à une question sur l'impact de BDS, l'efficacité du boycott. Je vais me faire l'avocat du diable. Il y a Starbucks et par exemple H&M qui viennent d'annoncer leur intention de quitter le Maroc, par exemple. Ils ont démenti. Mais ils ont démenti par la suite. Mais ils n'ont pas que démenti, ils ont démenti sur certaines villes de ne pas partir tout de suite, quoi. Ça a impacté en quelque sorte leur chiffre d'affaires. Au Maroc, aujourd'hui, par exemple, l'impact du boycott, je veux dire, ce sont des emplois détruits à l'échelle nationale. Ce sont des gens qui vont se retrouver au chômage. Et je veux dire, il est où l'impact positif pour la cause? Bah, écoute, je ne sais pas. La campagne BDS, comme vous le savez, elle date depuis 2005 à l'appel de la société civile palestinienne elle-même. Juste rappeler que c'est une arme pacifique et une arme efficace. Je ne vais pas détailler, mais on a des exemples concrets de sociétés qui ont soit reculé sur l'investissement dans les territoires occupés, soit carrément tombé en faillite. Je pense à des grandes sociétés comme SodaStream qui s'est retirée. Il y a eu aussi Orange qui s'est retiré également. Bref, c'est un moyen. En fait, c'est le seul moyen qui reste à la population civile. Quand on a vu que nos dirigeants, que nos armées, que les institutions internationales n'agissent pas, c'est la seule arme efficace, je dis bien. Je rappelle que l'Afrique du Sud, elle a posé le genou à terre grâce au boycott. On ne peut pas aujourd'hui dire que ça ne fonctionne pas, ça marche. Alors après, il y a des pointes. Comme en ce moment, c'est vrai qu'il y a des pointes. Il y a des chiffres précis qui montrent que les sociétés on paye les conséquences. Oui, je dois boycotter. Je n'ai pas un dirham à donner à une société qui soutiendrait l'entité sioniste. Caterpillar, par exemple, c'est elle qui habille les soldats. C'est elle qui détruit avec leur matériel les maisons. Alors moi, en tant que consommatrice, bien sûr que j'ai le droit de boycotter. Et qu'on ne me dise pas que ça ne marche pas. Ça marche, la preuve. McDo, Starbucks, enfin toutes ces grandes enseignes qui d'abord, je vous rappelle, elles affirment haut et fort leur soutien, elles affirment haut et fort qu'elles fournissent l'armée en panier, etc. etc. Ce n'est pas nous qui allons les chercher, c'est eux qui s'expriment et qui le disent. Donc, oui, et puis maintenant, on montre des vidéos pour dire non, finalement, on est palestiniens, ça veut dire que ça marche. Donc, après, l'histoire des gens qui pourraient perdre leur emploi, etc., effectivement, c'est aussi, j'allais dire un dégât collatéral, mais c'est aussi effectivement un risque. Moi, je connais des gens qui travaillent à McDo qui ont démissionné, qui ont montré une position et qui sont partis ailleurs parce qu'il n'y a pas que McDo, il y a plein de restaurants 10 fois mieux d'ailleurs que ce truc-là. Donc,
La campagne, il n'y a pas que campagne BDS, bon, c'est la plus connue, mais il y en a plein d'autres. Il y en a notamment une au Liban qui marche très bien et qui porte ses fruits. Mais il faut comprendre, Ayoub, que c'est une arme pacifique qu'on a le droit, pour l'instant, parce qu'il y a encore, il n'y a pas longtemps, on voulait sortir des lois, même au Maroc, pour interdire le boycott. Ça veut dire que ça marche, premièrement. Deuxièmement, Netanyahou lui-même, dans une déclaration, avait dit, moi, j'ai 2 problèmes sur cette planète, j'ai l'Iran et j'ai les campagnes de boycott. Donc, ça veut dire que ça… Et il y a maintenant un département qui est spécifié dans la lutte contre le boycott. Donc, ça veut dire que ça marche. Sinon, ils ne nous calculeraient même pas. C'était pour répondre à la question directement. Mais juste par rapport à ce qui se passe à Gaza, je voulais dire, nous, on se met dans la tête, surtout dans la position de ce que fait Israël. Mais qu'on se mette 2 minutes dans la tête d'un Palestinien, quel qu'il soit, depuis 75 ans, sa lutte est légitime. Et qu'on dise que c'est peut-être un peu aventurier d'avoir ce genre d'action ou de réaction à une… Je trouve qu'on devrait se mettre à leur place et voir de leurs yeux quels autres choix ils ont que de lutter. Dites-moi autre choix. Il y a eu le camp David, il y a eu Oslo. Quel autre choix? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'idée que Israël savait que le Hamas allait peut-être faire cette action, possible, parce qu'ils savent qu'en face, ils ont des résistants. Donc, possible, mais pas de cette envergure. Et ils n'avaient pas connaissance de ce qu'il y a sous Gaza maintenant, qui est peut-être une ville plus grande que Gaza elle-même. Ça, ils n'avaient pas conscience. Et je ne vais pas revenir là-dessus, parce que moi, j'étais à Gaza, j'ai constaté sur place le génie de ces gens. Ils ne lâcheront rien. Donc maintenant, même s'ils rasent Gaza, même s'ils la rasent, et qu'ils, comme on dit, qu'ils fassent une épuration ethnique, ça fait 75 ans qu'ils essayent de le faire. Ça n'a pas marché. Donc ça ne marchera pas plus maintenant. Alors, un petit focus sur la normalisation. On a un pays dont la crédibilité est irrémédiablement entachée. Et, on a des voix qui s'élèvent depuis des mois pour dire que la normalisation ne profite pas au Maroc et qui viennent pomper notre eau, notre terre. J'ai fait une interview à ce sujet avec Sadia Walous, professeur Najib Arksbi, etc. Et donc, que vaut réellement la normalisation aujourd'hui après cette guerre, après le génocide qui prend place actuellement à Gaza? D'abord, il ne faut pas utiliser le terme de génocide. C'est pas, parce que le terme génocide, c'est quand même une définition juridique très précise. C'est la volonté d'un État de faire disparaître complètement une population, etc. On n'est pas loin. Mais je veux dire, surqualifier un événement ne permet pas de le comprendre. Moi, j'utilise souvent une comparaison pour essayer de faire comprendre aux Français ce que c'est. C'est de dire que le territoire de Gaza, c'est à peu près le territoire de Belfort en France. Sur le territoire de Belfort, il y a 350 000 personnes. À Gaza, il y a 2 millions de personnes. Bon, immédiatement, la chose frappe. Parce que si vous dites 400 bombardements aériens, comme ça s'est fait dans les 2 derniers jours sur un territoire comme le territoire de Belfort, les gens comprennent tout à coup ce que c'est que de vivre à Gaza. Mais encore une fois, parce qu'on est obligé d'avoir des comparaisons qui soient compréhensibles, si vous voulez, et qui soient perceptibles. Moi, je trouve que, si vous voulez, bon, d'abord, les démocraties, effectivement, ont une certaine manière de donner des droits de l'homme et considérer qu'Israël est la tête avancée du camp démocratique. Vous savez, les 2 grandes démocraties de la fin du 19e, début du 20e, qui étaient la France et la Grande-Bretagne, étaient les 2 grandes puissances coloniales de la planète. Les États-Unis étaient racistes et ségrégationnistes. Et finalement, ils votent avec la Russie de Staline et la Chine de Chiang Kai-shek la Charte des droits de l'homme. Donc, si vous voulez, ce n'est pas à moi qu'il faut expliquer qu'une démocratie, c'est un discours et une pratique, en particulier en politique extérieure. Cela dit, ce que je retiens, moi, de la décennie qu'on vient de terminer avec la disparition de l'URSS, c'est qu'on a multiplié l'utilisation du moyen militaire pour essayer de résoudre des crises. On a envoyé des troupes à peu près partout, on a participé à une vingtaine de gestions de crise. Dans aucun cas, l'action militaire n'a contribué à résoudre la crise. Et quand Macron dit effectivement si l'Israël n'arrête pas, il prépare la guerre pour dans 10 ans, c'est exactement la situation. C'est-à-dire la croyance dans l'outil militaire, ça marchait juste maintenant. Là, en fait, la situation de Gaza, c'est exactement celle du ghetto de Varsovie. Les gens préfèrent mourir que de continuer à vivre comme ça. Et ça, c'est une leçon, si vous voulez, qu'on ne peut pas cacher. Ce n'est pas le fait qu'ils aient fait l'attentat, qu'ils aient fait la vague de massacre du début du conflit. C'est le fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de mourir à petit feu
que l'Égypte n'a pas l'intention de les laisser entrer. Et donc, on est en train de transformer ça en ghetto à ciel ouvert. Et on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait arrêter Netanyahou parce qu'il a besoin de sa logique électorale, si vous voulez, pour dire je suis l'homme qui va garantir la sécurité d'Israël. Donc, si on ne condamne pas les deux en même temps et si on ne signale pas qu'en Cisjordanie, il est en train de faire exactement la même chose, avec des juifs radicaux qui viennent créer des colonies sauvages dans la Cisjordanie, avec des routes protégées par l'armée israélienne, etc., on ne comprend pas que la Cisjordanie n'éclate pas demain. Donc, malheureusement, c'est très difficile à faire entendre, mais on est obligé de continuer à militer comme ça et de faire comprendre que les victimes sont les mêmes des deux côtés. C'est difficile parce qu'effectivement, dans les mois, on n'a plus le droit à la parole. Les mois, il faut saluer des victimes. Bon, quand vous dites, mais oui, mais il y a autant de victimes de l'autre côté, si ce n'est plus, ah non, c'est pas pareil, ce ne sont pas les mêmes victimes. Et c'est ça qui est une espèce d'ignominie des plateaux télé, quoi. Bon, quand vous dites qu'il ne faut pas qualifier la guerre de génocide, avec une armée qui a une puissance de frappe assez extraordinaire, jupitérienne, j'ai presque envie de dire, et ils utilisent l'IA pour mener des frappes chirurgicales sur certains appartements dans des immeubles sans démolir l'ensemble de l'immeuble. Je veux dire, je suis au quotidien la situation à Gaza, donc pour moi, il est très difficile pour moi de ne pas qualifier la situation de génocide. Après, Aucune arme qui fasse la distinction entre un combattant, une femme et un enfant. Quand on voit la violence des bombardements, 400 bombardements, ce ne sont pas des frappes chirurgicales, c'est des frappes de destruction. Si c'était des frappes chirurgicales, le problème serait réglé depuis longtemps. Non, non, il y a une volonté effectivement de détruire Gaza, de raser Gaza, pour laisser les gens dans une situation de désespoir absolu en espérant que ça va couper sous les pieds de le Hamas, alors que ça va être exactement le contraire. C'est-à-dire que la radicalisation va être encore plus forte. Mais quand vous êtes dans un radicalisme comme celui de Netanyahou, vous faites croire à aux électeurs, mais même en Israël, il y a des gens qui n'y croient pas. Vous faites croire à vos électeurs que c'est la solution finale. On va enfin y arriver. Non, c'est effrayant. Je vous dis, 2 millions de personnes, quand ils donnent l'instruction au début, vous savez, de déplacer 1 million de personnes vers le sud, dans un plateau télé, j'ai dit, mais ça s'appelle du nettoyage ethnique. Et les gens m'ont dit, mais non, c'est pas pareil, vous vous rendez pas compte, c'est pour les protéger. Je leur ai dit, oui, c'est ça, comme ça, ils pourront revenir dans leur maison détruite. Mais vous vous rendez compte du niveau de bêtises, de commentaires que parfois on trouve sur des plateaux télé. Donc, on a un travail régulier à faire pour dire, non, non, il faut comparer les choses. Il faut utiliser les mêmes termes pour qualifier les mêmes actes. Et seules les victimes nous intéressent. Il y a eu des victimes du massacre du début du conflit. Il y a encore plus de victimes maintenant de l'autre côté. Mais si on ne dénonce pas, et moi je considère que justement, on a des manifestations dans des endroits incroyables, dans les universités américaines. Vous vous rendez compte qu'il y a eu des manifestations pro-palestiniennes. Bon, eh bien, écoutez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Et cette guerre ne va pas contribuer à rétablir le prestige de l'armée israélienne. M. Cohen. Oui, je crois qu'il faut revenir à quelques fondamentaux, en lien avec la normalisation et en lien avec l'avenir de cet État dans la région. Bon, moi je connais un peu le sionisme de l'intérieur. Bon, j'ai été membre d'un mouvement de jeunesse, je suis allé une dizaine de fois en Israël, j'ai toute ma famille, je connais leur état d'esprit, j'ai étudié le sionisme, etc. Et on oublie. Il est bon de rappeler, mettons, deux ou trois principes fondamentaux du sionisme. Il y a d'abord le sionisme, dans l'ADN, il y a un mépris absolu de l'arabe. Je crois que si on ne tient pas compte de ça, ou les gens qui minimisent ou qui font semblant d'ignorer, ils passent à côté de quelque chose de fondamental. Le sioniste, il méprise tellement l'arabe, il méprise ce qui est arabe, que quand les juifs marocains sont arrivés en Israël dans les années 50, ils les ont tellement méprisés parce qu'ils les ressemblaient aux arabes qu'ils les ont appelés Marocco Sakin. Ça veut dire Marocco, skin, le couteau. Ils les ont assimilés aux terroristes, enfin voilà, aux communistes avec le couteau entre les dents. Et j'en sais quelque chose, il a fallu 30 années aux Marocains, aux Juifs marocains, pour rétablir un petit peu la situation. La plus haute autorité spirituelle israélienne, et vous tapez Google et vous tapez le Rav Ovadia Yosef, dans ses cours diffusés en circuit fermé à la télévision dans plusieurs pays, il n'avait de cesse de comparer les Arabes
à des animaux, à des serpents venimeux, des cafards, etc. Et je vous assure, moi, je suis, comment dire, sidéré. Il y a des intellectuels arabes qui pensent que on peut s'entendre avec eux. Ils voient des sionistes, des Israéliens, ils se disent ah ben c'est des mecs, ils peuvent être sympas, mais ils sont profondément. On peut pas. Enfin, je veux dire, il me faudrait 1 heure pour développer tout ça. Bon, donc déjà le racisme, ils peuvent pas imaginer. Les sionistes ne peuvent pas imaginer vivre dans une société, comment dire, ouverte, égalitaire, juste, avec des compatriotes arabes. Regardez ce qu'ils font aux Arabes israéliens. Bon, je ferme la parenthèse. Deuxièmement, c'est une idéologie qui a été basée sur l'usage de la force, de la puissance et de la conquête. Dès que les sionistes sont arrivés en Israël, en Palestine à l'époque, leur objectif était, comment dire, la guerre absolue contre Israël. Ils ont même assassiné des Juifs parce qu'ils sont, en 1924 par exemple, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils utilisaient des méthodes mafieuses contre les Juifs pour les empêcher. Et Israël est le seul pays au monde, qui a 2 systèmes scolaires séparés de la crèche Comac, un juif et un arabe, complètement hermétiques. C'est une société. Il faut aller en Israël. Vous savez, il y a 25% d'Arabes. J'avais écrit un article en 2004, ma dernière visite en Israël. Comment je l'ai intitulé? L'invisibilité des Arabes israéliens. Vous avez l'impression, en France, on a 10% d'immigrés, mais on les voit. Ils sont, qu'on le veuille ou non, ils sont là. Enfin bon, en Israël, il y a 25% d'Arabes, ils sont invisibilisés. Donc, c'est un pays qui se construit de cette façon-là. Et croire qu'on peut avoir des relations normales, par exemple, économiques, militaires, qu'on peut lui faire confiance, c'est complètement ahurissant. Voilà. Vous savez, l'Égypte, les Égyptiens, ils ont signé la paix. Mais c'est une paix glaciale depuis 40 ans. Ils savent à qui ils ont affaire. Ça veut dire que, OK, on fait le strict minimum, mais je regrette cette expression que je vais utiliser, ils ne font pas la danse du ventre devant les sionistes. Voilà, OK, on a signé la paix, d'accord, on a été obligé pour des circonstances qui signent guerre, etc., mais on trace les limites. Et donc, je voudrais juste souligner, voilà, rappeler ces faits à propos du sionisme pour dire que, quoi qu'il arrive, cette idéologie n'a pas sa place et n'aura jamais sa place au Moyen-Orient. Voilà. Alors, il y a plusieurs éléments. Avant d'aboutir à la question de la normalisation et du bilan, la première, c'est la question de l'alternative ou du comment. On a une crise en Palestine, en la Cisjordanie, la bande de Gaza, puis on a beaucoup de gens de bonne volonté qui parlent d'une solution à 2 États comme étant l'unique solution, en tout cas la plus viable. Or, c'est une solution qui est factuellement impossible, pour différentes raisons. La première, c'est ce que vient d'évoquer Jacob Cohen, qui est d'ordre anthropologique, tribaliste, ethno-racial, etc. Et la deuxième, elle est d'ordre très factuel, c'est que l'État israélien, dans sa composition actuelle, territorialement parlant, n'a pas de profondeur stratégique. C'est-à-dire c'est un État qui, dans une situation de guerre totale, n'est pas viable. Pour définir rapidement une définition parmi tant d'autres de la profondeur stratégique, c'est la distance qui sépare la ligne de front du cœur économique, démographique de l'État, c'est-à-dire de sa capacité productive et capitalistique. Eh bien, Israël n'a pas de profondeur stratégique, donc elle a un besoin vital et structurel d'étendre davantage son territoire. Le deuxième facteur, c'est la multiplicité des fronts. Il y a le front au sud-Liban, avec le Hezbollah. Il y a le front au niveau du Golan, qui est gelé, mais qui potentiellement peut être réactivé face à l'État syrien. On a le front sud qui est stabilisé avec l'Égypte, mais demain, ça peut déborder. Il suffit d'une instabilité en Égypte ou d'un énième coup d'État hostile à Israël et ça peut être réactivé. Et puis, il y a un front
avec la Cisjordanie, qui est en train d'être réactivée par Israël elle-même, qui a besoin d'une forme de chaos contrôlé, et puis un front intérieur, qui est celui de la bande de Gaza, qui est, du point de vue de l'État israélien, une forme de bombe à retardement qui se trouve au cœur de l'État israélien. Donc on n'est même pas dans un schéma de profondeur stratégique, mais au cœur. Ajoutons à cela la dimension hydrique et le stress hydrique dans la région, la dimension démographique, la dimension énergétique avec le potentiel gazier offshore au large des bancs de Gaza. Et on a tous les ingrédients pour avoir un État israélien qui ne peut tout simplement pas se penser factuellement comme un État dans les frontières actuelles, et en plus devoir composer et partager le territoire avec un État arabe qu'il voit comme étant inférieur à ses côtés. Et en plus avec une majorité démographique de pays arabes autour fondamentalement hostiles à la présence de cet État. Donc l'extension territoriale d'Israël est un besoin vital pour Israël. Donc après, il y a la question de la méthode. Est-ce qu'ils le font graduellement, en grappillant de temps en temps un peu de kilomètres carrés, par les colons, par etc., ou ils le font de manière brutale, comme on le voit actuellement. Mais c'est une différence de degré, pas une différence de nature. Le projet israélien, du point de vue de leur doctrine stratégique, ne peut être qu'un projet d'acquisition du profondeur stratégique et de simplification du front, c'est-à-dire de réduire au maximum les lignes de front. Donc, du fait que ça ne m'étonne pas. La brutalité peut choquer, mais le mécanisme est en marche et c'est irrémédiable. Le deuxième élément, par rapport à la normalisation, moi, en tant que schmittien, je désigne l'ami et l'ennemi, non pas sur un fondement religieux, métaphysique, esthétique, moral, ou ce que vous voulez, mais sur un fondement politique. Pourquoi? Parce que dès lors que l'on désigne l'ennemi sur un fondement moral ou religieux, ça devient un ennemi éternel, et ça ouvre la porte à une guerre totale, qui n'a de fin que l'extermination de l'un des deux ou des deux. Par contre, quand l'ennemi est désigné sur la base du politique, eh bien, il peut passer de la catégorie de l'ami à l'ennemi, puis de repasser de l'ami à l'ennemi. Et de ce point de vue, il y a deux niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture métapolitique, celui du sionisme, du suprématisme racial, qui est déjà en germe dans la Bible hébraïque, qui est déjà en germe dans le Talmud, qui effectivement qui a été sécularisé par le sionisme tel qu'on le connaît, mais le fond est le même. La structure mentale du sionisme est déjà dans la Bible hébraïque. D'accord. Et au fait, ce ne sont que des projections bibliques sur les populations voisines, un peu comme les Philistins, les Cananéens qu'il faut exterminer, c'est globalement une projection sur les Palestiniens et les populations de la région. Ça, c'est un ennemi à combattre, c'est-à-dire c'est un ennemi qui est nocif et dangereux au même titre que tous les nationalismes et tous les suprématismes. Parce que tout à l'heure, Jacob Cohen parlait de la haine entretenue par les sionistes vis-à-vis de l'arabe, c'est la même que l'on retrouve dans tous les nationalismes, même le nationalisme arabe avec le panarabisme vis-à-vis des minorités kurdes, vis-à-vis des minorités berbères que l'on a folklorisées, que l'on a ridiculisées, que l'on a tenté d'effacer de l'histoire dans les manuels scolaires. Tout nationalisme est structurellement pathologique. Parce qu'effectivement, il se fonde sur un mythe de la pureté et sur un mythe de l'homogénéisation ethnique ou culturelle ou linguistique, dans le cas du Panama. Mais cet ennemi qu'il faut abattre à Rachid, c'est Netanyahou qui cite Amalek. Hein, J'y arrive. Donc il y a le champ, il y a le niveau métapolitique, il y a le niveau des idées, le niveau d'idéologie, le niveau des doctrines. Là, c'est une bataille d'idéologues et d'intellectuels. Du côté sioniste et du côté de l'Occident, il y a une armée d'intellectuels qui travaille sur ce terrain-là, qui occupe le champ métapolitique. Moi, mon problème, c'est pas est-ce que la Palestine va devenir un État, perdre une ville ou pas. Pour moi, c'est une bataille périphérique si on prend de la hauteur. Pour moi, c'est elle est où l'armée arabo-musulmane, je parle d'armée intellectuelle, capable de conceptualiser, capable de produire une doctrine alternative. Ils sont où les Alexandre Douguin arabo-musulmans? Juste pour donner un exemple matérialisé, c'est-à-dire quelqu'un capable de produire une substance intellectuelle, d'ériger un logos arabo-musulman, capable de produire une rationalité arabo-musulmane. On n'en a plus. C'est-à-dire que quelque part, je vais être un peu brutal, Israël, demain, tout le monde déménage, ils repartent en Occident, d'accord? Il n'y a plus d'Israël. Les Palestiniens vont fonder un État sur le territoire israélien actuellement. Objectivement et factuellement, on aura juste la transposition des mêmes schémas de médiocrité, de népotisme, d'islamisme radical. Globalement, on va juste étendre le champ de l'arabité, qui n'est pas le champ de l'islam originel et primitif, à un nouveau territoire que l'on va libérer d'un autre racialisme et d'une autre lecture du monde avec la technologie en plus. Donc moi, ma question, c'est pas uniquement la légitimité d'Israël dans la région, qui effectivement est problématique et doit être interrogée, mais également la légitimité arabe dans la prétention à ce territoire-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on prétend à ce territoire-là en tant que pôle civilisationnel
capable de faire de cette terre une forme de lumière intellectuelle, conceptuelle, etc., il s'ériger en pôle géopolitique au même titre que le pôle occidental, que le monde russe, que le monde chinois, ou est-ce qu'on est juste une forme de population de mendiants qui quémande encore le monde libéral occidental pour condamner l'injustice d'un pays qui s'est donné les moyens de sa tyrannie? Donc, c'est une question qui est fondamentale, la question de la doctrine. Parce que quand on parle des massacres commis par l'armée israélienne, effectivement, le mot génocide, moi, je ne le retiens pas. Il y a des crimes de guerre, oui. Il y a des crimes contre l'humanité, oui. Mais génocide, ça voudrait dire qu'Israël veut tuer tous les Arabes, pas uniquement les Palestiniens. Car les Palestiniens n'est pas une ethnie. Le Palestinien est arabe. D'accord? Amalek et ceux qui C'est incarnent. voilà, donc c'est pas un génocide, mais il y a des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui sont factuels. Et quand on parle de ces crimes-là, on en parle comme étant des dérives. Ah, Israël opère une réponse asymétrique, ah, c'est pas bien, c'est injuste, c'est immoral, c'est contre le droit de la guerre. Mais c'est une doctrine de l'armée israélienne. Ils ne font pas ça par émotivité, par un schéma de vengeance. C'est théorisé en tant que directive de Tsahal. Il y a au moins deux grandes directives qui structurent la réaction israélienne. Il y a la doctrine Hannibal ou la directive Hannibal, c'est-à-dire qui littéralement autorise l'armée israélienne à tuer un otage israélien si c'est l'unique moyen d'éviter la prise d'otage, de ne pas tomber dans le chantage. L'autre doctrine, qui est la doctrine Dahiya, qui stipule clairement que si la pluie tombe chez nous, eh ben, vous aurez la tempête chez vous. C'est-à-dire que pour chaque mort israélien, eh ben, il faudra provoquer 30-40 morts de l'autre côté. Donc effectivement, il n'y a pas de frappe chirurgicale. Quand on envoie une bombe de 500 kilos, on ne peut pas parler de frappe chirurgicale. C'est-à-dire que c'est une doctrine rationnelle, conceptualisée, d'assimiler tout civil qui cohabiterait avec un militant du Hamas comme étant une cible militaire légitime. Donc, dans leur tête, ils ne tuent pas des civils, ils tuent des cibles militaires légitimes. Quand dans un camp de réfugiés, ils ont lancé une bombe, ils ont tué 300 personnes, soi-disant en ciblant un haut gradé du Hamas, oui, ils ciblaient le haut gradé du Hamas, mais ils ciblaient également les 300 personnes autour, parce que ayant accepté de cacher cet individu, ils deviennent une cible militaire légitime. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en face, on a une Israël avec un logos, avec une rationalité, avec une capacité conceptuelle, avec un lobbying qui vont travailler sur des siècles, avec des leviers d'action et d'influence. Et de l'autre côté, on a un monde arabe qui est amorphe, qui est incapable de produire ne serait-ce qu'une doctrine en termes de politique extérieure, incapable de produire un seul concept, et qui après se plaint de la tyrannie et de la surviolence israélienne. Parce que la seule chose qui est capable de retenir Israël, c'est un rapport de force équilibré, ce dont on est incapable. Regarde le nombre de brevets déposés par les pays arabes, c'est ridicule. C'est ridicule. Le PIB de l'Italie, qui n'est pas une puissance majeure, est supérieur à la somme de tous les PIB des pays arabes. Tous, du Maroc, l'Arabie Saoudite, le Koweït, avec le pétrole, avec le gaz. Le PIB de l'Italie. Et de quoi on parle? On parle d'une faillite civile, on parle de la faillite de l'Occident, d'accord, ce qu'on veut, une faillite assez confortable. Mais nous, ça fait des siècles que l'on est dans une faillite civilisationnelle et une décadence, et on ne veut pas avoir ça. Et on cherche à s'acheter une conscience en étant pro-palestinien. Ah bah au moins, je défends la Palestine. Claire, c'est-à-dire. Oui. Alors, il faut que je réagisse là, à ce que vient de dire Rachid, parce que d'abord, il y a une logique que je ne comprends pas. Si, après ce tableau qu'on vient de décrire de l'entité sioniste, à savoir, en plus, vous avez parlé du Tahia, de Hannibal, de ce qu'ils font, du massacre, etc., et qu'on pourrait, après tout ce que vous avez dit, envisager de normaliser avec une entité de ce genre. Ça, c'est la première des choses. Les Américains ont fait pire. Je Personne m'en n'appelle à fous. rompre Je les parle relations avec les d'Israël. États-Unis. Non, mais personne n'appelle à rompre les relations avec les États-Unis. Ils ont tué 1 million d'Irakiens. Écoutez, juste pour terminer, je reste sur ce truc-là. Les Américains ont fait pire, effectivement. On est sur le truc des Israéliens. Donc, comment peut-on, à un moment donné, pouvoir dire comme ça, en toute tranquillité, ben d'accord, mais de toute façon, puisque c'est comme ça, vaut mieux être avec le plus fort. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je suis d'accord avec la position amorphe des Arabes. Mais la faute à qui? À comment ça remonte? Comment on en est arrivé là? Comment dans les pays qui ont justement, et c'est notre propos aussi, comment peut-on justifier que 22 pays arabes autour d'Israël ne lèvent pas le petit doigt? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces dirigeants pour qu'un jour ils soient aussi aplatis? Est-ce que vous croyez voilà, que c'est arrivé comme ça? Ça fait partie du plan des sionistes, ça fait partie du travail d'Israël, effectivement. Et quand quelqu'un veut lever la tête, dans ces pays-là, vous savez très bien comment ça se passe. Soit ils sont emprisonnés, soit ils sont butés, soit il y a des coups d'État. Je prends l'exemple de l'Égypte. Effectivement, il y avait Morsi. Peut-être qu'il avait tous les défauts du monde, mais il n'a pas été destitué assassiné en prison parce que l'économie n'allait pas bien comme
on le dit. D'abord, on aurait pu attendre qu'il y ait des élections pour le faire virer de son poste, puisqu'il a été élu démocratiquement. Vous voulez que je vous dise pourquoi il a été dégommé? Justement parce qu'il a osé ouvrir les vannes de Gaza. Et c'est à ce moment-là, moi, que j'étais à Gaza. C'est pour ça qu'il a été dégommé. Et tout pays arabe qui lèverait la tête et qui s'opposerait à l'entité sioniste, eh bien, voilà le sort qui. C'est pour ça qu'ils sont tous écrasés. Ça, la première des choses. Ensuite, on parle de prix par ici, par ici. Mais qui fait les prix, qui défait les prix? Parce que vous croyez que le prix Nobel est un truc objectif? Vous croyez même l'Oscar, quand un acteur a un Oscar, c'est parce qu'on a voulu qu'il ait cet Oscar, parce qu'il a osé critiquer un État. Donc, ça ne tient pas la route. On ne peut pas, pour aucune raison, dire que l'entité sioniste devra un jour être un allié, quel qu'il soit. C'est impossible de dire ça après ce qu'on voit et après ce que vous venez de dire. Donc, je suis désolée, mais je n'abonde pas du tout dans ce sens-là. Vous avez le droit de penser ça. Chacun est libre de penser, mais ne rendez pas. Oui, rendez les Arabes responsables, mais les Arabes qui nous gouvernent. Parce que ouvrez les peuples, ouvrez les portes au peuple, ouvrez les frontières. Pour votre info, chaque Arabe qui essaye d'aller en Palestine est refoulé. Je sais, j'en ai fait les frais plusieurs fois, juste pour aller juste constater. Donc, ouvrez les vannes et enlevez les chefs d'État arabes et vous verrez ce qui se passera dans les peuples. Effectivement, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous d'abord palestiniens chez nous. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui fait la conséquence de ce qu'on voit aujourd'hui. M. Cohen? Ok, admettons, pour reprendre l'argumentation de Rachid, ok, le Maroc a besoin de technologie sur le plan militaire, etc. Bon, d'accord, et après tout, pourquoi pas. Mais comment le Maroc, qui est un pays arabe, peut faire confiance à cet État-là? Un État dont, comment dire, l'idéologie principale est la destruction du monde arabe, c'est-à-dire détruire tout progrès dans les sociétés arabes. D'abord, il y a un conflit, un contentieux entre le Maroc et Israël. Et en tant que Marocain, je crois qu'on devrait en vouloir énormément au Mossad et à l'agent juif qui ont détruit systématiquement la communauté juive marocaine et l'ont fait partir du Maroc et ont rendu toute cohabitation impossible. Et ça, je crois qu'un Marocain conscient, il doit comprendre que dès 1948, et j'en sais quelque chose, j'ai participé un peu, ont envoyé des milliers d'agents pour faire partir les Juifs avec toutes sortes d'arnaques, de promesses, etc. Et même quand les Juifs ne partaient pas en Israël à partir des années 60, on a rendu tellement cette cohabitation impossible que 99% des Juifs ont fini par partir. Et vous ne connaissez pas la meilleure, c'est que Netanyahou a présenté il y a quelques années la facture au Maroc, 14 milliards de dollars, pour les dommages causés aux Juifs qui ont été obligés de partir. Donc déjà, il y a un contentieux entre le Maroc et Israël sur ce plan. Et je crois qu'un minimum, c'est de connaître ça. Lisez le livre de, comment il s'appelle, Hassan II et les Juifs, et vous comprendrez ce qu'ont été les actions cyniques, machiavéliques de ce pays pour détruire la communauté juive, enfin détruire, la faire partir en tout cas. Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est un pays il a détruit la centrale nucléaire de l'Irak, enfin tout ce qui était, tout ce que pouvait faire un pays en termes de progrès, il a détruit. Donc, qui peut lui garantir à Rachid que cette armée sioniste qui arrive et vous donne des drones, des missiles, etc., mais qui vous dit qu'elle ne vous vend pas des trucs où elle a introduit des puces pour espionner, ou pour détourner le moment voulu, ou pour créer des tensions avec l'Algérie, faire croire au Maroc, par exemple, en faisant de faux documents et tout, monter une guerre contre l'Algérie, ce qui arrangerait bien, par exemple, Israël. Pourquoi tout à l'heure j'ai parlé du racisme? C'est pas une question, c'est, comment dire, c'est un pays qui ne peut pas voir, qui ne peut pas imaginer un développement normal d'un pays arabe. Voilà. Et donc, il fera tout pour
le bloquer d'une façon ou d'une autre. C'est ça le problème. Le Maroc aurait très bien pu, sur le plan militaire, s'adresser à la Turquie, s'adresser à l'Iran. Bon, l'Iran a bien fait la paix, enfin la paix, elle a renoué le dialogue avec l'Arabie saoudite, donc aurait dû devenir un partenaire, aurait pu. Bon, donc il y avait des alternatives. Mais je veux dire, OK, mais même à la limite, moi, je dis tout à l'heure, j'ai utilisé une expression, le Maroc fait la danse du ventre devant le sionisme, c'est-à-dire tout, il change même l'histoire, il change comment dire, la conception du juif dans l'enseignement de l'histoire marocaine, dans l'enseignement de la religion, de l'islam, etc. Donc, j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression, et c'est ça, moi, ce qui me gêne. Voilà. C'est-à-dire que le Maroc n'a pas fait preuve de lucidité, de réalisme. Et on peut, moi je conçois, comment dire, mon idée des relations internationales, c'est qu'elles sont basées sur le cynisme, l'égoïsme et les intérêts. D'accord, il n'y a pas de souci. Que le Maroc cherche ses intérêts. Et d'ailleurs, moi, j'étais le premier à déplorer, enfin le premier, j'ai un de ceux qui ont déploré que la diplomatie marocaine ait été très faible en 1956 au moment de l'indépendance. Si elle s'était montrée forte, elle aurait récupéré tous les territoires et personne n'aurait réclamé quoi que ce soit. Donc, je suis pour une diplomatie forte, lucide, ouverte, mais avec un partenaire. Vous savez, on dit le diable, on peut lui parler, enfin, souper avec lui, mais avec une cuillère qui fait 3 mètres. Donc, Israël est un État en qui, enfin, à mon avis, on ne peut pas lui faire confiance. Un pays arabe, une société arabe ne peut pas lui faire confiance. Voilà. Je connais ça. Bon, vous comprendrez que je n'adhère pas à certaines des analyses qui ont été faites parce que on a un exemple de réconciliation de deux ennemis héréditaires, c'est la France et l'Allemagne. On s'était fait 3 guerres particulièrement meurtrières, avec occupation, etc. Et puis 2 hommes d'État, comme d'ailleurs l'avaient fait Sadat et Rabin, 2 hommes d'État décident que finalement on arrête le match et qu'on trouve les modalités de la coexistence. Donc heureusement, de temps en temps, il y a effectivement des lueurs d'espérance. Et encore une fois, c'est vrai qu'on n'est pas pour le moment dans cette configuration, c'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième chose qui me choque, si vous voulez, moi évidemment, je ne connais pas la situation précise à Gaza. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature du débat tel qu'il est formulé ici. Par exemple, quand il y a des libérations d'otages, d'abord, c'est un otage pour 3 Palestiniens emprisonnés. Deuxième remarque, les Palestiniens emprisonnés, la condition pour qu'ils soient restitués, c'est qu'ils n'aient pas de crime de sang, qu'ils n'aient pas du sang sur les mains. Bon. Alors on se dit, mais pourquoi ils étaient en prison? Surtout quand on apprend qu'il y a des femmes et des enfants qui sont libérés. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très étonnante où on traite de la même manière des gens, parce qu'il paraît qu'il y a 4000 Palestiniens en Israël qui sont arrêtés. Je ne sais pas d'où je tiens ce chiffre, mais enfin, si vous voyez que pour qu'on arrive à libérer tous les otages, on n'atteindra pas à vider le stock des Palestiniens emprisonnés en Israël. Donc, on en arrive même à perdre, si vous voulez, un critère de ressemblance et d'assimilation où les victimes seraient simplement la base du raisonnement. Encore une fois, libérer des femmes et des enfants, qu'avaient-ils donc fait? Est-ce qu'ils avaient jeté des pierres sur des soldats? Enfin, quelle était la nature du crime? Dernière remarque, moi je trouve que Rachid a raison. Il faut quand même penser que les plus grands massacreurs de Palestiniens, ça a été la Jordanie. Hein, c'est Septembre Noir. Donc, si vous voulez, il faut bien reconnaître que les États arabes se sont défaits, ont instrumentalisé la cause palestinienne, en grande partie d'ailleurs pour empêcher que les régimes soient déstabilisés. Et c'était le cas en Jordanie, hein, puisque vous savez que la famille jordanienne est une famille bédouine, alors que la majorité de la population est palestinienne. Donc, accueillir des Palestiniens était pour le gage d'une instabilité. Il valait mieux un massacre. Bon. Et donc, on est sur quand même quelque chose qui est une somme d'hypocrisie. Et la plupart des pays arabes ont refusé, quand il y a eu les mouvements de rue, de la démocratie en expliquant que la cause sacrée, c'était la lutte contre Israël, etc., etc. Donc, je pense que dans le calcul du Hamas, il y a l'idée quand même de recourir par-dessus la tête de ces dirigeants qui hésitent beaucoup à se prononcer, de recourir à une espèce d'appel à la rue arabe. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait, notamment vis-à-vis de régimes qui ne se sont pas prononcés ou qui ne se prononcent que du bout des lèvres, qui ne veulent pas remettre en question les accords d'Abraham, qu'ils soient déstabilisés par des mouvements sociaux. C'est peut-être le calcul du Hamas, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, ça n'annonce pas une situation très, très positive. Alors, Ayoub, si tu permets, il y a 3 points sur lesquels j'aimerais rebondir. Bon, le premier, déjà rapidement, par rapport au prix Nobel,
Je rappelle qu'au summum de la guerre froide, entre les deux blocs, communiste et libéral occidental, il y a eu quand même 2 prix Nobel soviétiques. Et je parle de sciences dures, de physique, Lev Landau et Kapitsa. D'accord? Je ne parle pas de Solzhenitsyn, là, effectivement, ça peut être idéologique. Quand on est dans le domaine des sciences dures, c'est quand même un peu compliqué d'évacuer une découverte qui aura des implications techniques et pratiques très importantes. D'autant plus qu'on n'a même pas besoin d'atteindre ce niveau de comptabilité. Il suffit de voir, et je pense que tous les gens qui vivent au Maroc, il suffit de voir le niveau de notre système éducatif. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un grand sociologue pour voir que ça ne peut pas produire un prix Nobel. Et que les quelques rares Arabes qui effectivement ont obtenu ou co-obtenu un prix Nobel l'ont obtenu en ayant fait carrière au MIT ou à l'étranger, dans de grandes universités occidentales. Donc nos sociétés sont incapables de produire un logos, malheureusement. Et là, ce n'est pas les régimes arabes. On peut remonter jusqu'au Mamelouk, d'accord? Et tout le rôle que le fiqh a joué dans cet abrutissement généralisé, dans cet enfermement des peuples dans une forme de littéralisme religieux qui a évacué tout ce qui relève du profane, enfermant les gens dans le halal et le haram. On peut remonter très loin, et même aux Omeyyades, qui ont déjà semé les graines de cette tyrannie intellectuelle. Alors, le deuxième élément, c'est par rapport au peuple. La distinction faite entre les régimes qui seraient lâches, etc., même si moi j'aime pas l'anthropomorphisme géopolitique, entre les peuples qui seraient, eux, intégralement pro-palestiniens, courageux. Je rappelle que les peuples ne sont pas une catégorie géopolitique. Le peuple est une catégorie sociologique, anthropologique. C'est pas une catégorie géopolitique. Vous lâchez le peuple, il fera quoi? Il ira dos de chameau en Palestine pour libérer la Palestine? Ou il ira à la nage en Méditerranée? Le peuple n'est pas une catégorie. À la limite, si on parle de l'armée, en tant que levier coercitif capable de se projeter militairement, si on parle de projection militaire des pays arabes, laissez-moi rire, je veux dire, premièrement. Deuxièmement, avec quoi on va faire la guerre? La quasi-intégralité de l'armement que possèdent les États arabes est un armement occidental ou russe. Donc il y a une dépendance technologique, on ne produit pas l'essentiel des munitions, elles sont achetées aux fournisseurs premiers, donc on fera une guerre d'1 mois. Alors, rupture de stock. D'accord. Donc, c'est quand même un peu compliqué de faire la guerre quand on ne produit rien en termes d'armement. Même la Turquie, qui est souveraine militairement, a de bonnes relations globalement avec Israël, malgré les joutes verbales qu'il peut y avoir entre Erdogan d'un côté et l'État israélien de l'autre. Donc, il faut arrêter de délirer. Je veux dire, quand on parle de guerre ou d'affrontement, il faut s'en donner les moyens. Quand on n'a pas les moyens de la guerre, ben, on trouve d'autres moyens. Dans les relations internationales, il y a une doctrine, malheureusement, qui est très méconnue en dehors de la sphère hispanophone et légèrement anglophone, c'est celle de Carlos Escudé, la doctrine du réalisme périphérique. Parce que le monde actuel n'est pas un monde anarchique. Ça, c'est la thèse réaliste et néo-réaliste. Mais dans la thèse du réalisme périphérique, le monde est structuré selon une crypto-hiérarchie. Pourquoi crypto? Parce qu'elle n'est inscrite nulle part. D'accord? Il y a une hiérarchie factuelle entre les États qui sont des rule makers, qui écrivent les règles écrites et les règles non écrites, entre les rule takers, les États qui acceptent cet état de choses, qui se soumettent en termes de politique extérieure aux hégémones, avec un agenda caché de rattraper le retard et de rejoindre les faiseurs de règles, et entre les Rogue States, les États voyous, entre guillemets, qui se révoltent contre cet état de fait. La Corée du Nord, l'Iran, je pense que personne ici ne rêve d'être nord-coréen, à ce que je sache. Donc, il y a quand même cette hiérarchie-là qui peut changer. La Chine a rejoint les rule makers, l'Inde peut-être prochainement, il y a des pays qui sont déclassés, qui descendent vers les rule takers. Donc, mais c'est toujours hiérarchique. Dans ce schéma, on a le choix, quand on parle du Maroc, entre rejoindre les États voyous ou les États rebelles, d'accord, mais en assumer les conséquences. Parce qu'un État qui veut avoir une politique extérieure totalement autonome en déclarant être anti-israélien, anti-occidental comme l'Iran, etc., il peut, dans un point de départ, être démocratique, mais dès lors qu'il affiche son agenda en désignant l'ennemi, il prend en retour la réaction de l'hégémon, c'est-à-dire les sanctions économiques, les tentatives de déstabilisation, ce qui fait que cet État devra tôt ou tard devenir autoritaire pour pouvoir entretenir cet agenda extérieur de manière autonome. Parce que les gens étant touchés dans leur porte-monnaie, bah, finissent par dire bon, on n'a rien à faire de cette lutte-là, on a le chômage, on a la pauvreté. Moi, je n'ai pas envie que mon État fasse partie de ces États-là. D'accord? La deuxième catégorie, c'est d'accepter une perte relative de notre politique extérieure en mettant de côté l'hostilité vis-à-vis d'Israël, pas par naïveté. Moi, je rappelle que l'État marocain, quand même, c'est 1000 ans de pratique politique. Je veux dire, prêter à l'État marocain une forme de naïveté politique de croire que les Israéliens seraient des bouquets de fleurs vivants ou des bisounours, c'est, je pense, mal connaître le Makhzen et l'État marocain. Quand même, c'est quand même pas rien, le Makhzen marocain, en termes de capacité à appréhender et à mesurer le danger potentiel d'un tel partenaire. Tu veux Mais dire l'État marocain, la monarchie.
Pas que la monarchie. C'est-à-dire, si on devait parler d'un logos politique marocain, c'est le Mrzen, dont le noyau est la monarchie. Mais il y a des cercles concentriques qui constituent globalement le Mrzen et qui s'étendent même aux Marocains. C'est-à-dire, tous les Marocains font partie de Mrzen indirectement ou directement. Donc l'État marocain est conscient de la dangerosité de la chose, mais il y a des calculs et des fenêtres d'opportunité, notamment le départ de Trump, puisque c'était à la fin du mandat de Trump, et il paraissait évident que l'État profond américain n'allait pas laisser Trump avoir un deuxième mandat, et que c'était la chance ultime d'obtenir la reconnaissance de l'hégémon américain par rapport à la marocanité du Sahara. Ça, c'est pas parti en l'air, c'est resté la reconnaissance américaine, qu'on le veut ou non. Ça a permis un saut qualitatif dans la question de la défense de l'intégrité territoriale. Mais c'est bon, globalement, voilà. C'est-à-dire, on est dans un réalisme très particulier où le Maroc a dû composer avec la hiérarchie telle qu'elle était établie et que tous les États qu'Israël empêche de se développer, c'est les États qui affichent ouvertement leur agenda anti-israélien. Je rappelle que la Turquie a pu se développer. Pourtant, c'est un État musulman proche d'Israël, rien n'a été fait. Faut arrêter. Alors, soit on dit Israël est un pays qui a deux doigts de disparaître, soit on dit que c'est un État omnipotent, une forme de Dieu omniscient qui empêche tout Arabe de réfléchir, tout Arabe de penser. Ça, c'est un discours victimaire auquel j'adhère pas. Moi, j'adhère à une réaction virile, qui est celle du concept, et d'affirmer, enfin, d'être dans le respect du réel et des rapports de force du réel. La Turquie n'a jamais été anti-israélienne, elle s'est développée. Maintenant, elle a les moyens d'être anti-israélienne si elle le veut. Encore faut-il que ça soit dans ses intérêts. Donc, je n'ai pas à sacrifier le Maroc sur l'autel d'une cause idéologique qui est en totale déconnexion avec les rapports de force objectifs dans le réel. Monsieur Connaissant, une dernière réaction Et les avant. derniers points, les États-Unis, parce que pourquoi j'ai introduit les États-Unis? Parce qu'il y a quand même un problème de cohérence. Parce que si on accuse Israël, si on veut rompre les relations avec Israël uniquement parce qu'il tue des innocents, alors poussons la logique jusqu'au bout et rompons les relations avec les États-Unis. C'est quand même 1 million d'Irakiens qui sont morts globalement avec des sanctions. Ça gêne pas. Ça gêne pas. Mais dès qu'il s'agit d'une ethnie juive, ça pose problème. Donc, faut même, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Il faut juste assumer un tropisme anti-juif, pas antisémite, mais anti-juif du point de vue religieux, théologique, anthropologique, ce qu'on veut. J'ai pas de problème, les gens ils pensent ce qu'ils veulent. Mais il faut arrêter. L'Arabie Saoudite a tué 300 000 Yéménites, soit directement par des bombardements, soit indirectement par les famines provoquées. J'ai pas entendu quelqu'un ici appeler à rompre les relations avec l'Arabie Saoudite. Faut arrêter. Je veux dire, les Israéliens n'ont pas inventé le génocide, ils n'ont pas inventé le crime contre. Bon, les Arméniens, personne n'en parle dans le monde arabe. Ça, on s'en fout royalement. Les Serbes, en 99, lorsqu'ils étaient bombardés par l'OTAN, on s'en fout dans le monde arabe. C'est pas un problème. Donc, et en plus, le mot qui me fait horreur, l'humanisme. Il n'y a pas d'humanisme. Il y a des champs d'empathie qui sont structurés par des fonds culturels et anthropologiques. Les Arabes s'en foutent des Arméniens comme les Arméniens s'en foutent des Arabes. Donc, c'est une affaire d'empathie ethnoculturelle et un tropisme ethnoculturel. Monsieur Connaissant, une dernière réaction avant que je vous libère. Moi, je suis revenu aux affaires stratégiques dans la décennie 90, c'est-à-dire quand disparaît le grand paradigme Est-Ouest, si vous voulez. L'Est-Ouest avait un avantage, c'est qu'on ne pouvait rien négliger, puisque n'importe quelle crise où qu'elle soit sur la planète risquait d'être utilisée par l'autre, etc. Bon. Quand l'URSS disparaît, on se retrouve avec une espèce de champ stratégique, si vous voulez, totalement désordonné, et apparaît une catégorie que j'ai appelée le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire tous ces gens qui vont apparaître sur des plateaux télé pour dire, mais attendez, sur les 400 crises de la planète, moi je vais vous dire laquelle est importante, laquelle ne l'est pas. Et c'est dans ce contexte-là, si vous voulez, que vous avez justement ce qui est sur les plateaux télé et qui m'intéresse le plus, tous ces gens qui vont écrire une espèce de crypto-propagande, hein, si vous voulez, c'est même pas de la connaissance du sujet, pour dire, voilà, je connais les gentils, je connais les méchants, et donc on ne peut pas ne pas. La double négation servant d'argumentaire pour envoyer des militaires à droite ou à gauche. Bon, on a fait une vingtaine d'interventions militaires qui toutes ont tourné en eau de boudin, parce que, comme disait l'autre, il n'y a jamais eu aucune des parties n'avait envie de voir arriver des soldats casqués qui, en plus, n'avaient rien à voir avec le sujet. Donc, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est le champ intellectuel ici. Parce qu'encore une fois, ce qu'on va se dire sur la situation à Gaza, ce qu'on va se dire sur Israël, ce qu'on va se dire sur la Shoah, c'est le champ intellectuel occidental. C'est sur celui-là qu'il faut se battre. Justement, pour expliquer, moi je suis d'accord avec ce que dit Rachid, c'est vrai que les États arabes ont été complètement, ont fermé toute forme d'expression du moment qu'elle était dissidente, parce qu'il fallait dire la cause sacrée d'Israël. Mais c'est vrai que si vous regardez ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, dans la même période, la Corée est devenue, alors que c'est un pays rasé en 1953, est devenue la 6e ou 7e puissance mondiale. Donc, l'économie, si vous voulez, d'Israël a finalement servi énormément au ralentissement et comment dire, à la déshérence dans le monde arabo-musulman. Il fallait se taire surtout. On a laissé foisonner le wahhabisme, parce que le wahhabisme était censé être la bonne pratique de l'islam. Bon, en fait, c'était surtout tourné contre le socialisme arabe. Quand Ibn Saoud, quand Abdel Wahab définit le wahhabisme, la façon dont les Saoudiens vont l'appliquer, c'est d'empêcher toute propagation du socialisme arabe. Leur ennemi, c'était Nasser.
Ils vont justement diffuser ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la zone sahélienne, des mecs qu'on va former à l'université islamique de Médine, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du monde arabo-musulman, vous avez ses propres antigènes qui sont absolument essentiels à combattre. Je termine là-dessus. Moi, je suis en train de terminer un essai sur ce que j'ai appelé repentance et victimisation, parce que je trouve que c'est la maladie auto-immune de l'Occident. C'est-à-dire, vous savez, pendant l'époque de l'entre-deux-guerres, les intellectuels étaient tous très dénonciateurs du monde capitaliste, du monde occidental, du monde colonialiste, etc., mais en fermant complètement les yeux sur ce qui se passait de l'autre côté du rideau. C'était quand même assez extraordinaire. L'un des grands intellectuels qui était Sartre a réussi à se tromper à peu près sur tous les sujets. Il a été stalinien, il a été maoïste, il a été Khmer Rouge, et c'était considéré comme le grand penseur. Donc il y a eu bien une boussole, si vous voulez, chez nous, qui est extraordinaire, parce qu'elle indique le Sud tout le temps, au lieu d'indiquer le Nord. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui est une autocritique qui, moi, me passionne, c'est l'autocritique du champ du débat ici. Encore une fois, j'en termine là-dessus, parce que moi, je suis partie de cette élite, si vous voulez, du monde du complexe militaro-intellectuel. Ce qui caractérise les élites françaises, c'est que si vous faites classe prépa, normal sup, Sciences Po, ENA, grand corps, cabinet, vous avez des élites qui pendant 10 ans n'ont pas touché terre. Et elles ne connaissent pas le monde. Et elles vont donc décider sur des postulats. Et on va vous dire, le gentil c'est celui-là, le méchant c'est celui-là, ah vous avez vu ce qu'a dit BHL du sujet, etc. Donc, moi, c'est cette boussole-là qui me gêne beaucoup. Et c'est le travail qui nous incombe à tous autour de la table là aujourd'hui. C'est-à-dire combattre non pas sur le terrain de Gaza, parce qu'encore une fois, c'est les Gazaouis qui sont les véritables enjeux, les véritables acteurs, mais c'est combattre ici cette déformation ou cette espèce de bien-pensance qui fait qu'on va dire oui, mais nous sommes le pays des droits de l'homme et nous, c'est pas pareil. Enfin, ce que dit Rachid sur l'attitude des Américains, c'est fascinant. Après le 11 septembre, il fallait absolument une guerre. Bon, ils ont choisi l'Afghanistan. Heureusement, les Afghans, ils ne sont pas comme on pense d'eux. Parce que justement, ils ont résisté aux Anglais, ils ont résisté aux Russes, ils ont 10 ans aux Russes et 20 ans aux Américains. Parce que vous n'avez personne dans l'entourage de George Bush qui était capable de lui dire, vous savez, l'Afghanistan, surtout n'y touchez pas. C'est quelque chose qui est incontestablement, intellectuellement impossible à comprendre pour un dirigeant occidental. Si on lui dit on n'en est pas capable, même si c'est la plus grande puissance du monde, il ne comprend pas. Lui, son référent, c'est l'opinion publique intérieure. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut se battre. Merci à vous, Monsieur Konessa. Et nous, on poursuit avec une dernière question, toujours sur la normalisation. Une question que j'adresserai peut-être à Rachid. En normalisant officiellement ses relations avec Israël, l'État marocain applique de fait donc le réalisme politique, alors qu'en parallèle, il a opté de plus en plus pour le libéralisme comme régime socio-économique, ce qui est à mon sens un tout petit peu contradictoire. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le nouveau modèle de développement a coupé la tête à ce Léviathan, pour citer Thomas Hobbes, ce pouvoir fort qu'est l'État, puisqu'il met l'État et la société civile sur un pied d'égalité? Je rappelle encore une fois que dans son rapport, la commission spéciale sur le modèle de développement, au-delà du fait que ça soit un patchwork, hein, Rachid, prône une nouvelle doctrine organisationnelle qui est celle de la complémentarité entre un État fort et une société forte. Je commence par la fin rapidement. Effectivement, c'est un patchwork pour rester gentil, parce que je l'ai qualifié également d'autres choses. Et effectivement, c'est un oxymore. Tu vois, un État fort et une société civile forte, c'est tout simplement un oxymore. Les deux fonctionnent par un effet de vase communicant. C'est-à-dire, si on veut avoir une société forte, civile forte, mais il faut avoir un État moins fort. C'est empiriquement vérifiable. Donc, pour moi, ce nouveau modèle de développement, c'est du maquillage et de l'habillage rhétorique pour faire semblant. Comme disait l'autre, il faut que tout change pour que rien ne change. Tu vois, il faut que tout change en apparence, que rien ne change en profondeur. Donc ça, j'y adhère pas. Par contre, pour le libéralisme, faut distinguer deux choses. Le libéralisme en tant qu'idéologie d'État, qui va se déployer économiquement, juridiquement, politiquement, etc. Et entre le libéralisme dans les relations internationales. Dans les relations internationales, ce qu'on appelle l'école libérale n'existe pas dans les faits. Elle sert uniquement de rhétorique et de masque pour le réalisme. C'est-à-dire que quand les États-Unis veulent mener une guerre d'un point de vue réaliste contre l'Irak, contre un autre pays, eh ben, ils invoquent l'argumentaire de l'école libérale des relations internationales pour camoufler les objectifs qui relèvent du réalisme. C'est-à-dire, on parlera d'une guerre pour la démocratie, on parlera du fait que l'Afghan, avant d'être Afghan, il est citoyen. Et donc, c'est au nom de son humanité que l'on intervient pour le sauver, sans pour autant violer la souveraineté. Parce que je rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais normalement, il faut la lire, la Déclaration des droits de l'homme, puis du citoyen. C'est que l'humain prime par rapport
à l'enracinement citoyen. Donc en fait, ça n'existe pas. Donc il n'y a que l'école réaliste déclinée différemment selon chaque pays et chaque région du monde. Quant au réalisme en interne au Maroc, je ne vois pas en quoi ça entrerait en contradiction avec normalisation ou pas normalisation. Je veux dire, parce que le Maroc n'est pas libéral, il ne sera jamais libéral. On a un vernis libéral, on mène des réformes en apparence libérales, mais grattez le plus libéral des Marocains et vous trouvez le Makhzen, le rentier, le Mqaddam, le Qaïd, vous trouvez tout dans le marocain, c'est des couches superposées. C'est ce qu'on appelle un mythos, une forme de logos profondément ancré que l'on peut voilà, revêtir, comme le russe, comme le chinois. Un chinois libéral, déjà ça fait rire. D'accord? Ou un russe libéral. Un russe libéral s'appelle Navalny, c'est un traître. Il doit être en prison ou en dehors de la Russie. Un russe est orthodoxe, slave, il est porteur, même s'il n'est pas croyant, mais il est porteur de ce logiciel profondément ancré. Donc ça m'inquiète pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'il y a une décorrélation entre la diplomatie marocaine et les objectifs de la diplomatie marocaine, et d'un autre côté, les moyens objectifs qui devraient offrir une profondeur à cette diplomatie. Parce que des fois, on a une diplomatie qui peut-être dépasse les moyens factuels et objectifs que l'on possède réellement. C'est tout. C'est-à-dire c'est ce décalage qui me pose problème. Mais peut-être ce décalage né du fait que je n'ai pas toutes les données entre les mains, et que peut-être il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu et qui permettent de compenser cette baisse. Et par rapport à la normalisation, le but n'était pas un échange technologique ou acheter de l'armement, mais c'était uniquement dans une perspective diplomatique par rapport à la question du Sahara. Mais effectivement, les technologies, on en trouve partout. Israël n'a pas le monopole des drones, il n'a pas le monopole des technologies. Mais c'était la condition sine qua non du point de vue de Washington pour obtenir la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, qui est celle de l'hégémon du moment, qu'on le veut ou non. Les États-Unis sont l'hégémon. En déclin, oui, mais c'est toujours l'hégémon. Non, non, moi je me pose la question sur le Sahara. Voilà. OK. C'est la question centrale pour le Maroc. Et le Maroc, j'admets qu'il puisse faire quelques sacrifices, même de grands sacrifices, pour obtenir le Graal, son Graal. Très bien. Mais l'a-t-il obtenu? Voilà, moi je me pose la question. La reconnaissance, enfin Israël c'est un bout de papier, bon voilà, du bout des lèvres. La reconnaissance américaine n'est pas une reconnaissance, comment dire, juridique qui fait loi et qui s'impose comment dire, au monde. Je veux dire, par exemple, le cadre, les deux cadres principaux qui vont décider de cette question sont l'Union africaine et l'ONU. Or, sur ces deux plans-là, dans ces deux instances, la question, à mon avis, tu me démentiras, enfin Rachid, moi je veux bien, la question n'a pas bougé d'un iota. Donc, dans ces conditions, ça paraît un coup d'épée dans l'eau. Oui, je voulais juste rebondir par rapport à ça. C'est très poliment dit, on va dire, Jacob, mais en fait, cette histoire de normalisation, pour le dire crûment, on s'est bien fait avoir, et sur tous les plans. Cette normalisation pour soi-disant nous donner les clés du Sahara en reconnaissant Israël, c'est ignoble, c'est un chantage ignoble et on n'a rien obtenu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si on est à l'heure du bilan, du premier bilan, on a vu qu'il y a eu un tsunami du côté sioniste pour venir au Maroc, nous vendre des armes, nous vendre plein de choses, accaparer plein de choses. Tout de suite, ça a été un truc, et c'est toujours un truc, d'ailleurs, bon, ça a un peu été temporisé, mais ça a été vraiment un tsunami d'accords, d'échanges, de ventes. Le ministre Gantz, d'ailleurs, qui était à Rabat, et qui maintenant est aux commandes de ce qu'on voit en ce moment, nous a poussé à acheter plein d'armes, etc., qui peut-être vont nous servir contre l'Algérie, puisqu'en parallèle, on a bien vu qu'il y a des provocations de part et d'autre pour peut-être nous pousser dans une guerre. Donc, quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on a gagné? Même si on est froid et qu'on réfléchit et qu'on se dit, d'accord, ok, on va essayer de pactiser avec eux, de traiter avec eux, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on a gagné en 2 ans? Là, le Maroc n'a jamais été dans une situation aussi catastrophique et sur tous les plans. Sur le plan des libertés individuelles, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la santé, sur tous les plans, sur le plan de la montée des prix de la vie, etc., on n'a jamais été aussi bas. Donc,
qu'est-ce qu'on gagne? Et même si on devait gagner ça, bon, moi, en tant que militante, je n'accepterais pas de dealer ça contre ça, de toute façon. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Quel est le bilan? Et puis, ce qui est quand même peut-être à souligner, c'est qu'il y a quand même en ce moment, depuis le 7 octobre, un revirement des mêmes personnes qui clamaient haut et fort que la normalisation était une chance. On en avait parlé je crois, dans un interview, et j'avais été prédit ça alors que je ne savais pas que le 7 octobre. Je t'ai dit, les mêmes personnes qui aujourd'hui défendent la normalisation, demain tu les verras nuancer et demain tu les verras avoir un discours complètement opposé. Et moi, je m'étonne à chaque fois que j'ouvre un journal maintenant marocain de voir que la normalisation, c'est une cata et qu'on ressort des dossiers, qu'on s'aperçoit qu'ils ont pris des terres ici, qu'ils visent notre eau, qu'ils sont en train de pomper tout ce qu'on a en échange de quoi on ne saura jamais. Au contraire, le Maroc va de pire en pire depuis la normalisation et sur tous les plans. Ça peut être vraiment vérifié à tout moment. Donc, quand c'est qu'on va voir des fruits de cette normalisation, je ne sais pas. Une seule chose, je voulais juste... Rachid a invoqué la force du peuple en peut-être en la dédaignant un petit peu, alors que les peuples ont la capacité de changer plein de choses juste parce que c'est le peuple. Je rappelle la marche verte, par exemple. On pourrait peut-être... Mais la marche verte, on a appelé le peuple à la rescousse pour ça. On lui a dit, va vers le Sahara pour le récupérer. Et c'est le peuple qui est parti. Un exemple, voilà, la marche du sel, par exemple, je pense à la marche du sel de Gandhi. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et quand je vous dis que oui, si on n'avait pas les dirigeants qu'on a, si on n'avait pas les dirigeants autant soumis, autant même complices, et même pour la Jordanie, comme vous dites, effectivement, ils ont massacré des Palestiniens, mais pareil en Égypte, pareil partout. Oui, effectivement, il ne faut pas sous-estimer cette force. Mais on est encore, une fois, comme je vous ai dit, on est palestiniens même chez nous. Alors après, oui, est-ce qu'on risque... Qu'est-ce qu'on risque? Oui, on risque beaucoup peut-être en refusant cette normalisation et en ayant cette posture que vous avez décrite de résister et de faire partie des... Maintenant, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a d'autres ouvertures. Je ne sais pas, les BRICS, le nouveau pôle qui s'ouvre, ça peut être aussi... Je ne sais pas, Franchement, les mais je briques. dis ça, je dis rien. Ça peut être aussi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi il faut absolument qu'on attende des États-Unis et de mendier et de quémander la sécurité toujours au même? Pourquoi on ne serait pas, nous, capables de changer même d'orientation? J'en sais rien, je pose la question. Bah, peut-être parce que la géographie n'est pas très démocratique et qu'on n'a jamais vu un pays déménager et se rapprocher des BRICS. Il y a quand même des dictats imposés par la géographie et par l'histoire qui font que l'on a des fois des tropismes que l'on n'a pas choisis et qu'on doit composer avec. Alors, par rapport au peuple, le peuple marocain ne s'est pas réveillé un jour en se disant collectivement, partageant ses WhatsApp, tiens, on va faire la marche verte. Il a fallu quand même qu'un homme, qu'un État, qu'un roi ait la vision, la stratégie, la logistique, l'organisation, et le peuple n'est jamais qu'un levier. Mais le peuple n'a pas une autonomie cognitive, parce que le peuple n'a pas la proximité cognitive, il n'a pas les avantages d'une minorité, parce qu'une minorité agissante a l'avantage de la proximité cognitive et de la dimension opérationnelle que le peuple n'a pas. Le peuple est une masse, je suis désolé, c'est dénigrant peut-être, c'est une réalité factuelle. Moi, quand je sors dans les rues marocaines, quand je vois les gens, je ne suis pas aveuglé par le rayonnement civilisationnel et moral des gens. Je n'ai pas l'impression que c'est une alternative crédible au sionisme ou à Israël ou autre chose. Donc, moi, je suis dur avec nous-mêmes. Parce que pour ne pas laisser les autres être durs par rapport à nous-mêmes. Donc, je préfère faire un diagnostic honnête et froid de ce que nous sommes, parce que ce qui me fait mal, c'est ce que j'arrive à voir ce que l'on peut être et ce que nous ne sommes pas. Et c'est cet écart qui crée cette douleur-là. Et donc, il faut faire ce diagnostic-là afin de pouvoir émerger un jour peut-être en tant que Paul. Le deuxième élément, alors par rapport à l'ONU et à l'Union africaine, je ne suis pas tout à fait d'accord. Premièrement, par rapport à l'Union africaine, depuis le retour du Maroc et l'activation d'une certaine diplomatie africaine, on a eu quand même le retournement de beaucoup d'États africains qui ont cessé de reconnaître la race et le Polisario. Ça, c'est factuel et c'est vérifiable. On peut faire la comptabilité de ces États-là. Beaucoup d'États non plus ne reconnaissent plus le Polisario comme étant une république, comme étant un État. Après, il y a toujours les deux pôles, l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui monopolisent l'Union africaine et qui font globalement barrage à l'éjection de la race en dehors de l'Union africaine.
au niveau de l'ONU, mais honnêtement, qui se préoccupe de l'ONU aujourd'hui? Quand la Russie annexe les 4 oblasts de Kherson, de Zaporizhzhia, de Lugansk et de Donetsk, est-ce qu'il s'inquiète de ce que va penser l'ONU? L'ONU est une structure qui a été pensée et dominée par le monde occidental dès sa création et qui aujourd'hui commence non seulement à atteindre ses limites, mais à se déliter de plus en plus. Un peu comme la Société des Nations durant l'entre-deux-guerres. Mais le Maroc maintient quand même une forme de pression diplomatique au niveau de l'ONU qui a obtenu des résultats relatifs. Notamment, on a obtenu le soutien allemand et espagnol, ce qui est quand même compliqué puisque c'est un État qui est fondamentalement, anthropologiquement hostile au Maroc. On a obtenu le soutien de ces deux États par rapport au plan d'autonomie proposé par le Maroc dans le cadre de la régionalisation avancée. Ça a été ouvertement dit, ouvertement formulé. C'est une avancée mineure, oui, peut-être, mais c'est une avancée quand même. Par rapport aux États-Unis, quel est l'intérêt de la reconnaissance américaine? Il y a au moins 2 intérêts. Le premier est d'ordre économique, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises et de multinationales américaines qui voulaient prospecter dans les zones offshore au large des côtes du sud du Maroc, des provinces du sud, pour explorer le potentiel de gisement naturel du Maroc par rapport au gaz et au pétrole. Elles ne pouvaient pas le faire ou elles le faisaient difficilement parce qu'elles étaient systématiquement l'objet de critiques de la part d'ONG comme étant une violation des richesses des peuples sahraouis, blablabla, on connaît leur rhétorique. Maintenant, elles ont les mains déliées. C'est-à-dire, quand elles viennent dans le respect du droit américain, puisque c'est l'exécutif américain qui a reconnu la marocanité du Sahara, ça a été signé sous l'ère Trump et ça a été ratifié. Donc, de ce point de vue, le capital productif américain peut venir se projeter, investir et prospecter dans les provinces du sud marocaines. Et puis, deuxièmement, plus important que la dimension économique, ça constitue un précédent juridique. C'est que ça a eu lieu. Il y a un État occidental, le plus puissant, le plus grand des États occidentaux, qui a franchi le pas. Et donc aujourd'hui, quand on négocie avec la France ou avec la Grande-Bretagne pour obtenir leur reconnaissance, on ne le fait pas de la même manière que quand on n'avait pas la reconnaissance américaine, où chaque État occidental pouvait se cacher derrière le multilatéralisme. Ah, c'est une affaire qui doit être décidée à l'ONU. Ah, elle doit être décidée à l'Assemblée générale. Maintenant, ce tabou a été rompu. Un État l'a rompu, les États-Unis, et donc aujourd'hui, ça ouvre plus de marge de manœuvre pour la diplomatie marocaine quand elle négocie avec les États occidentaux. Donc ça, on ne peut pas en voir les fruits sur 3-4 ans. Quand on parle des relations internationales, on est dans une temporalité de très longue durée. Parce qu'il n'y a pas de mépris dans ce que je vais dire, mais c'est très confortable d'être un militant. Parce qu'on n'a pas besoin de composer avec le fait de payer le FMI, de gérer un État, d'éviter les déstabilisations, d'éviter des attentats sous faux drapeau, d'éviter des assassinats. Effectivement, on est militant, on se connecte, on appelle au boycott, on fait des choses. D'ailleurs, on se connecte par un Internet américain, sur un ordinateur américain, avec un Facebook américain, pour appeler à boycotter des produits américains. C'est génial comme concept. Il fallait y penser quand même. Peut-être même à partir d'un téléphone américain, un iPhone pour ne pas le nommer. Donc, mais quand on est chef d'État, on doit composer avec d'autres choses. On doit composer avec des pressions, avec des chantages, avec des tentatives de déstabilisation. Et donc, on ne peut pas, en tant que militant, exiger d'un chef d'État de se comporter comme s'il est militant. Il y en a qui l'ont fait. En général, leur espérance de vie tend vers zéro. Sankara, etc. Tous les gens qui ouvrent grand leur gueule, en ont de grandes valeurs, mais qui n'ont pas les moyens de cette grande gueule et qui finissent par être liquidés. Poutine, si Poutine avait en 99, lorsqu'il a été nommé Premier ministre par Yeltsin et puis président en 2000, si en 2000, il avait annoncé son agenda en disant « moi, je suis pour le monde russe, je suis pour l'opposition au monde occidental », on n'aurait plus Poutine depuis longtemps. Donc, il a fallu composer avec l'ordre des choses, accepter une soumission relative vis-à-vis des États-Unis, réduire la dette, restaurer la verticalité du pouvoir, restaurer le complexe militaire industriel russe pour, à partir de 2007, commencer petit à petit à s'opposer au monde occidental. Donc, à ce moment, il faut une maturité quand on pense la politique au niveau de l'État, au niveau d'un chef d'État. Et on ne peut pas exiger un chef d'État qui se comporte comme un militant, avec des hashtags et avec des boycotts. Un chef d'État compose avec des réalités plurielles que le militant ne peut pas voir. Si je peux me permettre, Ouais. et ok, j'admets, je reconnais, bien sûr, ok. Mais à ce moment-là, comment le Maroc, enfin comment la monarchie marocaine ou la nation marocaine peut se dire je préside le comité Al-Quds pour sauver Al-Quds, je soutiens la cause palestinienne devant le monde. Je veux dire, il y a un minimum, enfin un minimum quand même. On a beau être
Vous savez, même les Américains, tu l'as dit, ils sont obligés de dire la démocratie, etc. Alors, comment, moi, je veux dire, un tel décalage entre, je veux dire, un minimum serait que le Maroc se dise, bon, ben, écoute, à ce moment-là, si on est réaliste, parce que aller dans les instances internationales et défendre un pays, enfin, tel que, quand on sait ce qui se passe à Al-Quds, et se dire, je suis président dans le comité Al-Quds depuis 40 ans, ça devient difficile à tenir. Voilà. Ça devient difficile à tenir des discours sur la solution à deux États, sur la Palestine, etc. Et il y a quand même un minimum de cohérence. Ou alors, je pense que les États-Unis et Israël peuvent se permettre d'être des États voyous, d'être des États cyniques, parce qu'ils en ont les moyens. Les États-Unis en ont les moyens, et ils l'ont montré. Est-ce que le Maroc a les moyens d'être aussi décalé par rapport à ce qu'il défend? Peut-être qu'il est décalé, mais il ne tue personne. Et il n'envahit aucun État. Oui, Ah oui, je veux dire, pas directement, mais enfin. peut-être si on avait un meilleur voisin que l'Algérie, peut-être qu'on n'aurait même pas eu besoin de cette normalisation. Quand on parle depuis tout à l'heure du Maroc, on oublie que l'Algérie est une variable fondamentale qui a également amené le Maroc à devoir composer avec cette réalité, à accepter. Si on avait la reconnaissance algérienne de la Maroc et du Sahara, il n'y aurait pas de problème. Mais on a les voisins que l'on a et on ne les a pas choisis. C'est un peu comme les membres de la famille. Ça dit à l'activisme est confortable? Non, pas trop, là, tu vois, pas trop. Et puis, j'ai pas un iPhone. Donc, mais bon, c'est une réalité, effectivement. Maintenant, ce qu'on a décrit comme étant peut-être une position courageuse d'un État qui essaie de défendre ses intérêts et qui ne prend pas le risque de prendre une position qui pourrait soit attenter à son fauteuil, soit à sa position. Moi, j'appelle ça pas du courage, j'appelle ça de la lâcheté intellectuelle et de la lâcheté. Oui, et alors, quel qu'en soit le prix, il y a plusieurs personnes qui en sont mortes de leur position. Et alors, c'est pas une raison. Je veux dire, c'est pas parce qu'on risque je sais pas quoi et qu'on va pas défendre un point de vue et on oublie dans tout ça ce qui fait de nous des hommes, enfin, une dignité humaine. Je peux pas, moi, enlever ça de la composante marocaine ou de ma composante. C'est pas possible de dissocier, d'être froid comme ça et de dire ah ben oui, mais on est obligé parce que sinon, surtout que on perd tout, on ne gagne rien. On perd en dignité, on perd en crédibilité. Jacob vient de le rappeler parce qu'on est quand même président de Jnat al-Quds. Alors, comment pouvez-vous être président, enfin, le pays défendre le Jnat al-Quds et en même temps voir ce qui se passe tous les ramadans à Jérusalem? On perd notre crédibilité et ça va impacter à un moment donné ce propre peuple qui va se dire mais où on nous emmène? Ça, c'est la première des choses. Et les gens qui bénéficient et qui profitent de cette normalisation, je vous assure que ce n'est pas le peuple. Je n'ai pas cité des noms, mais il y a des hommes d'affaires qui s'en sont mis plein les poches. Et c'est pour ça que ces mêmes personnes-là défendaient cette normalisation, parce que ça impacte directement leur chiffre d'affaires et leurs échanges. Ça ne redescend pas sur le peuple. Ce qui redescend sur le peuple, c'est tout ce qui va avec cette sionisation de la société. On n'est plus dans la normalisation. Quand on nous impose des programmes à l'école pour faire apprendre à nos enfants ce que c'est la Shoah, quand on réouvre, quand on veut absolument faire du Maroc une terre où maintenant les sionistes reviennent en disant ça c'était ma terre, vous dégagez parce que j'ai un droit là-dessus, et puis il y a une affaire qui a éclaté, mais heureusement qui a été réglée. On ne peut pas nous demander d'être ça s'appelle moi je me dis le militantisme, et je suis pas peut-être qu'on va avoir l'impression que je suis là émotive et que je défends. Non, je suis vraiment très cartésienne aussi. Effectivement, si je pouvais boycotter tout ce qu'il y a à boycotter, même si je dois boire de l'eau et rien d'autre, je suis dans cette position. Désolée d'avoir ce côté-là. C'est comme ça. Maintenant, le répertorier sur une élite qui réfléchirait différemment pour le... Non, même ça, je ne le vois pas. Il n'y a rien, il n'y a aucune retombée positive sur cette normalisation. Et même pire, ça va être à l'encontre des Marocains. Maintenant, je ne me bats plus pour la cause palestinienne autant que je me bats pour la cause marocaine.
parce que ce qu'on voit sur le terrain, et je suis sur le terrain, je suis à Rachidia, je vais dans le sud, je vois les terres, ce qu'elles deviennent, je vois comment on fait dégager les gens en leur promettant un appartement économique en prenant les terres pour pouvoir faire des medjous. Je vois comment les avocats maintenant vont être et d'ailleurs, professeur Nagy l'a bien expliqué, comment les avocats vont être maintenant cultivés chez nous pour être vendus en Europe, en pompant toute l'eau qu'on a. Bref, il y a plein de choses qu'on voit sur le terrain qui nous montrent que non seulement on va dans le mur avec cette normalisation, on va y laisser des plumes, mais en plus, on trahit, oui, une cause humaine qui est la cause palestinienne et qui est, et oui, vous m'avez dit les Américains ont fait pire que ça, bien sûr qu'ils ont fait pire que ça, mais cette injustice, elle dure depuis 75 ans et le monde entier laisse faire. Malgré les résolutions, il y a plus de 100 résolutions qui ont été votées, on laisse faire mieux, on arme maintenant, on nous arme nous, et moi, dans ma position, en tant que Marocaine, des fois, je me dis, mais on est collabo. Et ce terme-là ramène à des choses atroces de l'histoire, mais on en est là, et on ne veut pas être collabo de ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais vous donner 2 minutes chacun pour conclure. Très rapidement, ce que je découvre qu'il y a un critère de la durée, c'est un critère de moralité, c'est-à-dire les Américains ont tué 1 million d'Américains, mais à la limite, c'est pas très grave parce qu'ils l'ont fait rapidement. Mais Israël, c'est parce que c'est dans la durée. 75 ans, 74 ans qu'ils le font. Ce n'est pas un critère moral. C'est 1 million de morts, c'est 1 million de morts. Quand les États-Unis tuent 1 million d'Irakiens, c'est un intervalle temporel de 10 ou 15 ans par l'embargo, par la privation de médicaments, etc. Normalement, un militaire cohérent devrait rappeler à rompre les relations avec les États-Unis. Je vais faire moins des choses. Et en plus, sans les États-Unis, il n'y aurait pas Israël. Qui protège Israël systématiquement au Conseil permanent de sécurité, ce sont les États-Unis. Donc un peu de cohérence et appelé à rompre les relations avec les États-Unis parce que c'est le mal premier, c'est la cause première derrière l'impunité israélienne. Donc ça c'est d'un côté. Et puis deuxième côté, face à l'anthropomorphisme politique, moi je peux rien. Je veux dire, un État lâche, un État courageux. L'État n'est ni lâche, ni courageux, ni etc. L'État se mesure par rapport à des facteurs de puissance factuels et objectifs. Un État est à la tête de plusieurs millions d'âmes. Donc, quand on est un militant seul, et ben à la limite, quand on entre dans un aventurisme, on engage tout au plus sa petite famille. Quand on est chef d'État, il y a quand même 30 millions de personnes ou 40 millions de personnes. Et on ne peut pas se permettre de porter des slogans anti-israéliens, anti-occidentaux, un peu à l'iranienne ou à la Corée du Nord, en embrigadant avec soi 30 millions de personnes à qui on n'a rien demandé. Je veux dire, il n'y a pas de référendum pour demander est-ce que tous les Marocains sont prêts à mourir pour la Palestine. Et j'espère pas qu'il y ait ce type de référendum, parce que on va entrer dans une autre discussion. Et puis, je m'inquiète pas pour le peuple marocain, pour la stabilité politique au Maroc, et je sais de quoi je parle. Après, s'il y a des combats légitimes, oui, il y a des combats légitimes, la spoliation immobilière, l'expropriation, les inégalités, le clanisme qui est dans bon nombre de sphères au pouvoir au Maroc, qui asphyxie l'économie, qui tue toute innovation, le népotisme, tout cela existe et il faut le combattre. Mais ça, c'est un combat entre Marocains. Je veux dire, pourquoi y greffer la question palestinienne? Alors, il n'y a pas de retombées positives. Peut-être pour vous, pour moi, il n'y a pas de retombées positives, mais je ne juge pas l'efficacité d'une stratégie à l'aune de ce que j'en touche moi ou vous ou quelqu'un individuellement. Il faut l'inscrire dans une perspective beaucoup plus globale, ce que j'ai développé tout à l'heure, la question du précédent juridique, la question de la prospection pétrolière et gazière, la question des reconnaissances qui vont venir d'une manière ou d'une autre de la part de la Grande-Bretagne et éventuellement de l'Espagne. Donc c'est sur la très longue durée. Parce qu'avec cette logique-là de retombée, qui est une logique très utilitaire, oui, même la marche verte n'a pas profité directement aux gens qui ont participé à la marche verte. Mais quand même, ça a permis de libérer un pan du territoire marocain et qu'on peut visiter aujourd'hui tranquillement. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir un débat de militants contre le réalisme, militants avec tout ce que cela implique comme respect. Moi, j'ai rien contre le militantisme, j'ai moi-même milité à une époque donnée, mais à un certain moment, il faut comprendre que ça se passe différemment sur d'autres strates et chacun a son champ de compétences. Le militant milite dans le champ du militantisme et puis ceux qui dirigent l'État doivent militer dans le champ que l'État leur permet et les rapports de force internationaux leur permettent. Monsieur Cohen, 3 minutes pour conclure. Moi, je veux dire, je suis triste de voir le monde arabe, la nation arabe qui a eu beaucoup d'espérance dans les années 50, 60, et malheureusement, pour toutes sortes de raisons, il y a des raisons internes, c'est vrai, comme l'a dit Rachid, ça veut dire propre à la société arabe, qui a des lacunes, qui a des faiblesses,
et qui l'ont empêché de se développer, de s'épanouir, la nature des régimes, les non-dits, l'oppression culturelle et les pesanteurs. Mais il y a eu aussi un élément qui est venu perturber le développement de la nation arabe et qui est Israël, et qu'il a fait avec détermination, 1956, 67, etc., avec détermination, avec obstination, avec cynisme. Et il est quasiment, enfin je dirais, avant le 7 octobre, j'aurais dit qu'il était arrivé quasiment à ses fins. C'est-à-dire qu'il a mis dans sa poche la plupart des États arabes, dont l'Égypte, qui est le plus important, le Maroc, qu'il allait mettre dans sa poche l'Arabie saoudite, et que finalement, il allait réaliser ses projets au détriment des intérêts profonds de la nation arabe. Est-ce que, moi je mets ça en point d'interrogation, est-ce que ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, est-ce que ça sera un coup de frein ou pas, voilà. C'est Dia qui est visiblement très enrhumé. Pardon. Oui, mais bon. Pour le mot de la Euh, fin. En tout cas, moi, je voulais juste te rappeler une chose, c'est que quand je parle de l'entité sioniste, pour moi, je les mets sur le même niveau, même que les États-Unis, surtout que toute la politique des États-Unis est menée par le sionisme. Donc déjà, ça se rejoint. La dernière visite du ministre de la Défense a dit « Je suis en Israël en tant que juif avant d'être en tant qu'Américain ». Donc l'un dans l'autre, on retombe sur les mêmes choses. Ce qui veut dire que le pouvoir de Washington n'est forcément pas à Washington. Moi, quand je dis qu'on perd, au Maroc, on va tout perdre, oui, je le maintiens. Ces calculs froids ne vont pas dans le sens du peuple et on n'a pas besoin de ressentir nous-mêmes en tant que Marocains les effets sur. On va le ressentir, ça c'est sûr. Quand on dit que la prospection gazière américaine va profiter au Maroc, a profité à quelques personnes comme d'habitude. Où est-ce qu'on a vu des interventions comme ça au large de mers étrangères qui a profité au peuple, dans tous les peuples où les Américains se sont installés? Moi, je ne connais pas de. Enfin, ça retombe sur les personnes qui dirigent, qui monopolisent cette richesse, etc. Donc, on sait comment ça se passe. Aucun Américain ne veut du bien à notre pays. Il ne faut pas rêver plus que ça, je veux dire. Et donc, pour conclure, oui, le 7 octobre a réveillé plein de choses. Ça a freiné la normalisation au Maroc, mais grave. Ça a freiné des cas. Bon, après, ça peut reprendre, puisque on attend peut-être que ça se passe, mais pour l'instant, ça a freiné. Les mêmes personnes qui défendaient maintenant font marche arrière. Ce qui prouve que voilà que même l'entité sioniste n'est pas sûre, ne sera en sécurité nulle part en fait et ne sera accueilli nulle part comme ça, bras ouverts, sans qu'il y ait chaque fois des remises en question. Et tant mieux pour nous. Moi, je peux pas enlever la loyauté, la morale d'une action quelle qu'elle soit, même politique. Je peux pas. C'est comme ça, excusez-moi, mais c'est comme ça. On peut pas enlever une posture d'un acte, même politique. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, quel qu'en soit le prix qu'on va en payer, nous, notre petite famille ou même d'autres personnes. Mais bon, voilà. Et puis, pour conclure, merci en tout cas à ce débat qui m'a beaucoup plu et voilà, qui est enrichissant, et c'est des initiatives très rares, hein. Bravo Ayoub, parce que c'est assez rare d'avoir ce genre de débat. Franchement, j'en sors grandi et merci en tout cas pour nous avoir donné la parole. Juste une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, que j'ai bien aimée, mais bon, ça va peut-être faire bondir quelques-uns. En fait, on dit que le monde entier est occupé par Israël, sauf Gaza. Voilà Bon, ma conclusion. merci à tous pour cette discussion C'était une aussi. boutade. Merci à vous pour cette discussion aussi tranchante et pertinente. Votre capacité à débattre sans détour, c'est rafraîchissant. Merci beaucoup.
Merci. et je vous dis à Bonne très soirée. bientôt. À À très très bientôt. bientôt. Merci.